Moi, j'optimise pour ensuite pouvoir plus investir. Et après, si on peut rajouter, comme par exemple l'apport d'affaires, pour gonfler encore cette poche à investissement, bah là, c'est exponentiel. Quand tu optimises, en moyenne, on récupère entre 20 et 30 000 euros dans la poche par an. Salut Rémi. Écoute, moi, je vais te dire un truc. Quand tu es freelance et tu fais plus de 100 000 par an, tu as fait le plus dur. Ouais, tu as un boulevard devant toi. C'est clair. Et là, il faut commencer à optimiser. Il faut optimiser, il faut diversifier, il faut se lancer, il faut en faire un vrai business. Ouais. On voit beaucoup de freelances qui sont un peu à la ramasse sur cette thématique-là. Ouais, bien sûr. Bah, ils ont leur expertise, donc ils sont très bons dans leur domaine, mais ils sont rentrés un peu par opportunisme. Ça nous est tous arrivé, hein. J'ai été freelance, donc c'est pas du tout une critique. Par contre, après, les sommes en jeu font qu'il faut que tu te professionnalises. Il faut que tu profites de ce momentum. Donc là, on est dans la tech, on est dans l'IT. En ce moment, je pense qu'on vit une belle époque. Il y a des belles choses à faire, il y a des beaux projets, il y a des métiers qui sont très demandés. Par contre, il faut maximiser. Bah, c'était vraiment l'objet en tout cas de ce podcast. Je t'ai contacté pour qu'on puisse parler un peu ensemble de stratégie fiscale, de comment est-ce qu'on fait pour gagner plus, finalement, comment est-ce qu'on fait pour gagner plus et qui est plus dans la poche à la fin grâce aux stratégies fiscales. Exactement. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir comment on peut faire x3 en termes d'argent concret dans sa poche, en gagnant plus, en optimisant son TJM, etc., grâce à l'apport d'affaires notamment, et comment est-ce que ça revient réellement dans notre poche, qu'on ne donne pas tout à l'État dans ce pays qui a un vrai hachoir fiscal, que ça te revienne vraiment dans ta poche. Et je pense que tu es la meilleure personne que je connais pour parler de ces stratégies fiscales. C'est pour ça que je suis vraiment hyper heureux que tu prennes quelques heures aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de ces thématiques. Merci beaucoup à toi, Samir. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un peu ? Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, moi, je suis conseiller, consultant en stratégie financière pour freelance. Donc, je suis un des seuls aujourd'hui positionnés sur les freelances. J'ai été freelance moi-même. Après, je viens du milieu bancaire et financier. Je travaille dans la finance pendant 12 ans. Et j'ai donc développé vraiment un programme pour aider les freelances à optimiser fiscalement. Alors, par la stratégie, on reviendra, on va tout expliquer, on va donner des exemples, on va donner vraiment des choses qui sont assez concrètes, avec des astuces et tout. Donc, regardez bien le podcast. Il va être un peu long, mais vous en aurez pour votre argent. Donc, en fait, moi, je dis toujours optimiser, diversifier, investir. D'accord ? On est aussi aujourd'hui à la croisée des chemins. On va parler un peu du contexte. Malheureusement, enfin, je ne sais pas si on doit dire malheureusement, mais voilà. On est dans une époque changeante, que ça soit technologiquement, mais aussi sociétale. D'accord ? Il y a des gros changements au niveau sociétal. Il y a des choses qui ne seront plus du tout pareilles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et le freelance, il doit comprendre que c'est un entrepreneur aujourd'hui. D'accord ? Il doit raisonner comme un entrepreneur. Comme on disait, pour moi, c'est un des meilleurs business pour démarrer. C'est incroyable. Tu démarres avec zéro pratiquement, enfin un PC. Quoi. 100%. Tu vois, c'est incroyable. Tu as ton jus de cerveau. Alors attention, en vrai, ça met quand même quelques années à être bon. Je ne sais pas, tu es data analyst, tu es cybersécurité, tu es DevOps, ce que tu veux. Donc, en vrai, tu n'arrives pas du jour au lendemain. Mais une fois que tu as cette expertise, tu peux la vendre pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, en restant par contre aussi connecté à l'évolution du marché. J'ai une vraie thématique parce que là, je pense que 90% des gens qui vont nous regarder sont freelance en France. En France, tu te fais un peu assassiner d'un point de vue fiscal. Est-ce qu'on peut commencer par débunker un petit peu quelques idées par rapport à ça ? Tu peux nous donner quelques tips, quelques indicatifs, quelques croyances à la limite sur… Bien sûr. Alors, déjà, de quoi on parle ? Je vais juste préciser ce que j'appelle, moi, le hachoir fiscal, ce qu'il faut éviter et pourquoi ça coûte très cher en France. Et après, on va enchaîner sur les fausses croyances. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en vrai, ce n'est pas aussi terrible qu'il y paraît, mais c'est complexe. C'est pour ça que je suis là aussi, pour reposer un peu le contexte. Donc, tu dis que ce n'est pas terrible parce qu'en fait, on peut l'optimiser ? On peut l'optimiser. Et en fait, ce qu'il faut surtout… pourquoi on paye beaucoup d'impôts en tant qu'entrepreneur ? C'est ce que j'appelle le hachoir. Donc, si tu as une boîte classique, tu ne fais pas gaffe et que tu ne comprends pas, tu vois, les différentes options que tu peux mettre en place et ta stratégie de rémunération, tu vas te retrouver comme beaucoup. Tu as un impôt société sur ton bénéfice, d'accord ? Ensuite, sur le salaire que tu te verses, tu as des cotisations sociales. Et là, par contre, on est un des pays au monde où c'est le plus cher, les cotisations sociales. En EURL, tu es à 45%, en SASU, tu es à 80%, en plus de ton salaire, en fait. Tu vois ? Donc, tu as impôt société, cotisation sociale. Ensuite, sur le salaire que tu te verses, la rémunération que tu te verses, tu as un impôt sur le revenu que tu payes et qui est assez conséquent. Alors évidemment, là, on parle de personnes, voilà, nous, nos clients, ils font plus que 100 000 par an. Donc, on atteint assez rapidement aussi
des tranches élevées en termes d'imposition revenu. Pour ceux qui sont un peu malins et qui se versent plutôt en dividendes, manque de chance, tu as encore une flat tax à 30%. Tu vois, bon, après, tu as la CFE, quelques centaines d'euros en plus. Et si tu veux, à la fin, tu vois, ces lames successives, tu finis à 50%. Quoi. Tu vois donc, c'est un peu ça qu'on essaye d'éviter. On a cette idée souvent quand on lance sa boîte, quand on fait 100 €, il nous reste 50 dans la poche. Et toi, tu dis, pas du tout, on peut faire bien mieux. On peut faire mieux. Alors, la réponse, c'est il va te rester 50 si tu subis ce que je viens de dire. Ça, c'est sûr. Okay. Là, on ne peut rien faire parce que si tu te rémunères comme ça, voilà. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, et en fait, une des premières fausses croyances, elle est bonus, celle-là. D'accord ? Après, je vais donner les autres, mais celle-là, elle est bonus. L'État n'est pas contre les entrepreneurs. D'accord ? Donc ça, c'est une fausse croyance. L'État, alors quand je parle de l'État, ce n'est pas forcément les politiques, il ne faut pas confondre. Hein. L'État, c'est l'institution. Okay ? Les politiques, c'est des gens qui viennent et vont. Okay ? Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont très démagos sur l'économie. Okay ? Après, il faut comprendre juste un petit truc. Hein. Tu as 88% à peu près de salariés en France. Donc, si tu es un politique et que tu veux gagner des élections, tu ne parles pas d'entrepreneur. Tu parles à ta cible. Tu parles à ta cible. Bon, je pense que tout le monde ferait pareil. Donc, ça, on a compris. Okay ? Donc, ne vous attendez pas à ce que dans le discours politique, on va vous dire oui, les entrepreneurs, c'est génial, etc. Même si des fois, on parle de start-up et tout. Mais tu vois, déjà, il faut être assez malin là-dessus. Maintenant, par contre, l'État sait très bien que celui qui crée de la croissance, c'est l'entrepreneur. D'accord ? Donc, il a laissé un libre choix super intéressant. Quand tu es entrepreneur, tu peux choisir quel statut et tu peux choisir comment et combien tu te rémunères. D'accord ? La première question, c'est qui prend vraiment cette option au sérieux ? Qui a vraiment une stratégie aux petits oignons pour savoir exactement, je prends dans telle situation, je prends tel statut avec telles options, parce qu'il y a statut, il y a les options dans le statut. Ensuite, il y a la stratégie de rémunération. Okay ? Donc, la première fausse croyance, c'est de dire c'est normal de payer 50% d'impôts en France quand tu es entrepreneur. Alors celle-là, on me l'a faite. Hein. La première année, moi, j'ai payé 50% comme tout le monde. Mais c'est vrai que... Comme tout le monde. Mais en vrai, j'ai pris une SASU parce qu'un mec dans un café m'a dit qu'il y avait une SASU. C'est pas plus loin que ça. Après, j'avais le client, il y avait une opportunité. J'étais dans une ESN. J'ai demandé à mon patron de basculer en freelance. Il a dit oui. Fin du mois, j'étais freelance. Voilà, si tu veux. Tu vois, il n'y a eu aucune période de formation et de mise à niveau pour que je me dise ça y est, j'ai un cabis, je suis entrepreneur. C'est pas la priorité. Tu te dis, déjà, je veux facturer mon TGM, je veux être en règle, etc. Exactement. Je veux mon contrat. J'avais 560, je sais plus combien à l'époque. J'étais super content. Dans ma tête, c'est 6 chiffres. Bien sûr. Tu vois c'est clair. Et un des problèmes qu'on a dit tout à l'heure, c'est attention, CA n'est pas égal à revenu net. Ça, tu le découvres un peu après. Mais en tout cas, moi, à un moment, ça m'a choqué parce que, tu sais, moi, ce qui m'est arrivé, ça, c'était incroyable, c'est que je gagnais ma vie correctement parce que j'étais manager dans une ESN, donc tu vois, à peu près 4 000 € net par mois. Et après, je suis passé à 6 chiffres, tu vois, je suis pas 110 000, 120 000, un truc comme ça. Et j'étais super content. Je dis, ouais, là, tu vois, j'ai passé un palier. Et quand j'ai eu mon revenu net, j'étais pratiquement à la même chose que quand j'étais salarié. Et là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mais attends, là, t'es pas malin. Par contre, t'as pas de congé, t'es full risque. Enfin, tu vois, tu prends tous les risques pour te retrouver au même niveau que quand tu avais des vacances et ton CE et ton machin. Donc, ça n'a aucun sens. Et le premier truc qui m'a frappé, c'est que je suis allé voir. Alors, moi, je suis quelqu'un, ce qui me sauve dans la vie, c'est que je suis assez curieux. Donc, au lieu de dire oui, mais c'est comme ça, ou d'aller chercher sur Internet, moi, je suis allé voir des freelances qui sont plus expérimentés que moi. Donc, je lui ai dit, bon, les gars, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde m'a dit, ouais, mais t'es en France. Tu payes 50%, pourquoi tu pleures ? C'est comme ça, en fait. Si t'es pas content, il faut aller ailleurs. Tu vois ? Je me suis dit, mais attends, je trouvais ça incroyable que tu puisses gagner la même chose qu'en étant salarié, alors que tu fais 2 fois plus. C'est clair. J'en profite peut-être pour donner un petit tips. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quel TJM prendre au début. Moi, ce que je conseille en général, c'est tu prends ta rémunération brute actuelle, tu la divises par 109, ce qui fait à peu près en fait 218 divisé par 2, et tu rajoutes là 20-25%. Et souvent, c'est un bon indicatif de ce que tu devrais facturer pour gagner plus d'argent. Voilà. Oui. Et bon, ça peut être un peu moins, ça peut être 15% déjà, on gagne plus, mais ça donne en tout cas un indicatif. Faut que tu prennes ta marge. Exactement. Exactement. Ta marge. Et donc, moi, j'ai fait un truc qu'il faut faire quand tu n'es pas satisfait de la question, c'est que j'ai repris le sujet à plat. Je me suis dit non. Alors, c'est vrai, l'avantage que j'ai, c'est que moi, je suis du domaine financier, j'ai des diplômes dans la finance, j'ai été banquier, après, je travaille dans la finance, donc les chiffres me parlent, donc j'ai pu établir ça. Donc, la première chose, c'est que non,
il est pas. Aujourd'hui, message du podcast, si vous payez 50%, vous avez loupé beaucoup de choses. Ouais. Mes clients, on arrive à les faire payer entre 20 et 25% de fiscal. Alors évidemment, ça dépend. Hein. Disclaimer, on est obligé de le dire. Tout ce qu'on dit ici, c'est pas du conseil, puisque c'est sur mesure. La fiscalité est un peu complexe, donc on va tout faire pour la rendre la plus lisible possible. Mais s'il vous plaît, c'est un sujet complexe. C'est comme si je te dis, ouais, mais comment je code en Python ou Java? Vas-y, en 2 secondes, c'est quoi le mieux? Tu vas pas avoir une réponse en fait. Tu vas te dire, mais attends, c'est pourquoi, comment, dans quel contexte? C'est à peu près pareil, tu vois, avec tous les sujets qui sont techniques et intéressants. C'est qu'il n'y a pas une réponse comme ça bateau. Et justement, c'est l'erreur de le penser. Par contre, il y a vraiment des vraies solutions légales, hein, je précise, bien sûr, et que l'État te laisse choisir. Encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, tu as une boîte, tu as le droit de choisir comment et combien tu te payes. Tu vois, derrière, il faut avoir une vraie stratégie. Donc déjà, tu peux payer 20 ou 25%, c'est important de le dire. Peut-être que tu peux dire quelque chose là-dessus, parce que le plus souvent, quand on dit tu peux choisir comment et combien tu te payes, il y a beaucoup de freelances qui se lancent avec, par exemple, une SASU, une SAS unipersonnelle, et qui décident je vais me payer 100% en dividendes, et qui se retrouvent avec la taxe PUMA parce qu'ils ne se sont pas suffisamment rémunérés. Ils ont plus touché des dividendes. Oui. Est-ce que tu peux expliquer cette petite subtilité Alors, en fait, la taxe PUMA, c'est un peu compliqué parce qu'en vrai, c'est pas aussi simple que ça. Okay. Par exemple, si ta femme, elle travaille, tu peux échapper. Enfin, voilà. Moi, je trouve toujours que la taxe PUMA, c'est peut-être un faux problème. C'est pas tant que ça. Et en fait, j'ai trouvé des gens qui l'a payé. C'est pour ça, malheureusement, c'est sur mesure. Tu vois, j'ai des gens qui l'a payé et en fait, c'était mieux dans leur cas de la payer que de se verser un gros salaire. Mais en vrai, la vérité au milieu, c'est que ne pas se payer du tout de salaire, en fait, te verser un salaire de 1 000 € par mois, c'est pas non plus la mort, tu vois. Donc, en vrai, tu peux te verser un petit salaire, échapper à cette taxe et te payer le reste en dividende si c'est ta stratégie. Mais généralement, il faut aller un peu plus loin. Déjà, tu vois, dans la stratégie de rémunération, c'est j'ai besoin de combien? Parce que la réflexion d'un salarié, c'est de se dire j'ai besoin de temps tous les mois. Oui. Mais là, tu n'es plus un salarié. Là, tu es un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a une vision trimestrielle, annuelle, même des fois, il prend de l'argent que tous les 3 ans, parce qu'en fait, cet argent, il a une vraie stratégie, il a des opportunités, il le fait travailler. Oui. Tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, tout ça, c'est un peu des détails qui ne sont pas déterminants, et ce n'est pas en faisant une demi-solution que tu vas régler ça. Il te faut une vraie stratégie. Donc, je reviens aux fausses croyances, parce que super important, donc tu peux payer largement moins que 50%. D'accord. Tu peux payer entre 20 et 25%, tout compris, en France, légalement. À partir de ta marge que tu dégages, presque de coup ton chiffre d'affaires quand tu es freelance. Ton bénéfice net, oui. Ok, c'est énorme. Ouais. Deuxième fausse croyance que je vais dire, c'est l'optimisation fiscale ou les stratégies fiscales sont réservées aux riches. Ça, on l'entend souvent, tu vois. Faut savoir que le droit français, il est assez égalitaire. C'est-à-dire que toutes les règles qui peuvent exister, tu vois, Bernard Arnault, il peut mettre en place des montages que toi, tu peux mettre en place. Alors évidemment, il va faire des choses qui sont adaptées à des milliards et pas toi. Ouais. Donc ça, c'est la logique. Mais en gros, si tu veux faire une filiale, enfin, si tu veux faire une holding avec 15 filiales, il n'y a personne qui va te dire non, monsieur, ça, c'est pour Bernard Arnault, c'est pas pour vous. D'accord ? Donc déjà, il n'y a aucune règle ou aucun mécanisme réservé aux riches. Ça n'existe pas. C'est une fausse croyance. Tu as accès à un catalogue, on va dire, de stratégies. Alors évidemment, par contre, derrière, la vraie différence entre ce qu'on appelle les riches et les gens moyens, les riches se payent les meilleurs experts. Point à la ligne, en fait, tout simplement. Et c'est ce que nous, on revendique ici, c'est de dire, vous faites 120, 140, 180, 200 000 par an, mettez-vous au niveau. Vous n'êtes plus un amateur. Là-dessus, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, beaucoup de freelances à qui je bosse ou que je rencontre, c'est que quand tu dégages en fait une marge de 100, 150 000 € par an, c'est pas ce que font énormément de patrons de boîtes qui ont peut-être 15, 20 salariés. Mais oui. Et en fait, c'est vraiment une manne qui est hyper intéressante et qu'on peut faire fructifier de plein de manières. Exactement. C'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte parce que je ne vais pas donner de nom, mais tu sais, il y a des gens qui lancent des franchises sur des gros restos. Tu vois, on va pas donner de nom, mais on a compris, tu vois, des gros restos avec des animaux devant et des steaks. Mais il y en a plein comme ça, d'accord ? Faut que tu comprennes un peu. Moi, j'avais analysé ça à une époque. J'accompagnais des gens, tu vois, à lancer des business à cette époque-là. Et j'avais regardé un peu les chiffres. Et en fait, on ne se rend pas compte que pour lancer ce type de business, tu vas mettre 100 ou 200 000 € de ta poche. Plus tu vas faire un emprunt d'à peu près 600, 700 000 € que tu garantis toi-même. Ouais. D'accord ? Tes cautions. Tes cautions pour construire un peu, tu vois, le resto. Tu vas avoir à peu près une vingtaine de salariés à gérer. Ouais. Et quand ça tourne, tu sais, le chef d'entreprise, combien il prend ? Il prend 6 000 7 000 € net par mois.
Et il est déjà content. Hein. Ouais. Quand ça tourne, en fait. Imagine tout le risque qu'il a pris. Ouais. Moi, maintenant, mes clients, tu vois, les freelances en IT, si je leur parle de 6-7 000 euros par mois, ils rigolent. Ouais, c'est clair. Ils n'ont aucun frais pratiquement. Tu vois, ils ont une marge, on va dire, à 90%. 3 jours de télétravail par semaine. Et ils se permettent de refuser des missions. Tu vois, donc je pense qu'ils ne se rendent pas compte sur le marché. Aujourd'hui, il y a un momentum incroyable. Il faut en faire quelque chose, en fait. C'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Oui, il y a aussi une croyance qui est assez forte et je l'entends assez souvent. J'ai trouvé un comptable, il fait le taf, quoi. Écoute, là, il y a beaucoup de choses à dire. Je t'en propose une autre juste avant. Et après, j'enchaîne sur celle-là parce que celle-là, elle va nous emmener un peu plus loin, même en termes de mindset et aussi de responsabilité. Je pense que ça va être important aussi de dire, attention, je deviens un chef d'entreprise, j'ai aussi des responsabilités, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Je te dis juste 2 autres croyances que j'ai en tête, avant que je les oublie et qui sont quand même intéressantes. La troisième, le meilleur statut, c'est ça. On entend ça sur Internet. Tout à l'heure, on va parler, ça va être super intéressant, on va comparer quelques statuts comme ça, on va essayer de donner des grandes tendances, SASU, micro, URL, etc. Ça va être super intéressant. Mais d'emblée, le meilleur statut, c'est ça, ça n'existe pas. D'accord ? Un statut, comment on utilise un statut ? C'est que tu vas avoir un certain nombre de paramètres autour de ton statut. Okay ? Premier paramètre super important, je fais combien ? Ce n'est pas du tout la même stratégie si je fais 80 000 euros, 150 ou 300 000. Okay ? C'est parce que l'impôt étant progressif, tu ne peux pas du tout raisonner de la même manière. Donc, quand quelqu'un il vous dit « moi, j'ai fait ça », posez-lui 40 questions derrière. Ouais. Et généralement, vous va être étonné parce qu'il ne comprend pas vos questions. Bah oui, parce qu'il peut pas vous dire « moi, j'ai fait une SASU », mais peut-être que toi, tu fais 80 par an, peut-être que moi, je fais 180. Ouais. D'accord ? Très important. Deuxième chose, foyer fiscal. Un célibataire qui habite à Paris, j'ai des clients, je ne sais pas, le gars, il habite dans le Poitou-Charentes, il a 4 enfants. C'est ni les mêmes besoins financiers, ni les mêmes options qu'on peut utiliser, ni les mêmes parts, etc. etc. Oui. Okay ? Oui, parce qu'en France, la fiscalité est très adaptée en fait, au foyer fiscal. Exactement. Donc ça peut jouer. Et là, on peut avoir des options super intéressantes à activer ou non. Il y a plein d'autres paramètres. Il y a aussi quelque chose que je dis toujours, mais pourquoi en fait ? C'est quoi votre stratégie ? Moi, j'ai des clients, ils me disent, mais en fait, c'est quoi ? J'ai pas besoin d'argent. J'ai hérité, j'ai de l'argent de côté, ma femme gagne bien sa vie. Moi, ce que je veux dans 5 ans, c'est avoir un portefeuille de 600 000 euros et après... me consacrer, tu vois, un peu à des projets perso tranquillou et sortir 50-60 000 euros pour payer mes factures et être cool. Et ça, quand tu fais 150 par an, devine quoi ? Bah oui, tu peux y arriver en 3-4 ans. Tu vois ? Donc du coup, la question n'est pas c'est quoi le meilleur statut pour que je sorte de l'argent, puisque en vrai, quand on a creusé ta stratégie, c'était pas sortir de l'argent ton besoin, c'était de créer. Tu vois ? Donc c'est très important de se poser toutes ces questions-là. Donc je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais votre avenir mérite qu'on se pose les bonnes questions. Tu vois ? Donc, quand nous, on dit oui, on va vous aider à sortir le maximum d'argent, oui, mais si c'est la bonne stratégie. Parce que peut-être que ce n'est pas la bonne question, finalement. Tu vois ? Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Dernière croyance, avant qu'on attaque le compte... Enfin, j'allais dire on attaque le comptable, on attaque le sujet de « c'est pas moi, c'est le comptable ». Autre chose, là, c'est un peu plus généraliste, mais j'en peux plus de l'entendre. En France, on ne peut pas faire d'argent, il faut se barrer à l'étranger. D'accord ? Donc, attention, encore une fois, il y a plusieurs sujets. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai vécu à l'étranger. Je pense que je vais y retourner pour des raisons d'abord pas fiscales, parce qu'il y a d'autres marchés, parce que je suis très curieux. Tu vois, j'aime découvrir d'autres marchés, j'aime parler d'autres langues. Donc, il n'y a aucun problème. Et on vit dans une époque où on a une facilité de déplacement. Donc, je trouve ça dommage aussi, tu vois, de pas bouger. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de se dire « je ne peux pas gagner d'argent en France ». Alors oui, la situation économique, elle n'est pas rose. Ça, on ne va pas dire le contraire. Là-dessus, un petit truc. Freelance IT, on s'en fout du PIB. D'accord ? Le PIB, la plupart des gens ne savent même pas comment il est calculé. C'est toute la richesse qui est faite en France. D'accord ? Même les gens qui meurent, le cercueil, c'est dans le PIB. Donc c'est un indicateur un peu vieillot, tout secteur confondu. Nous, on est dans la tech, on est dans l'IT. Aujourd'hui, il y a du boulot, il y a des opportunités. C'est tout ce qui nous intéresse. Si demain, il y a 40% de chômage, mais toi, tu as une mission, ce n'est pas ton problème, en fait. 100%. Tu vois, il faut rester focus. Je peux peut-être rebondir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le nombre de missions avait beaucoup baissé entre 2023 et 2024. Et en fait, le marché se transforme énormément. On a beaucoup de missions qui sont ce qu'on appelle off-market. Le nombre d'annonces publiées sur les plateformes, il a baissé de 8%. Et du coup, on a eu cette impression qu'il y avait un creux, en fait, dans la vague. Mais comme les missions sont off-market, c'est-à-dire que de plus en plus de clients finaux peuvent passer sans intermédiaire avec des apporteurs d'affaires ou avec des freelances en direct, les missions ne sont plus publiées sur les plateformes, ne sont plus confiées aux ESN. Et donc statistiquement... Exactement. Mais en fait, le marché est en croissance. Si on prend par exemple le cloud, c'est plus 9% sur toutes les missions. Si on prend la data, c'est plus 8%. Donc il y a vraiment en fait des grandes poches qui sont
énormément, qui sont très dynamiques en fait, où il y a énormément d'opportunités. Et je te rejoins à 100% en fait sur ce marché qui est encore très très vif, très intéressant, qui est juste en train d'évoluer. Oui, exactement. C'est ça. Alors là, je te le confirme, hein, moi ayant beaucoup de IT, mes clients dans la data, dans la cyber, etc., ils se régalent. D'accord, même les bons DevOps et tout. Franchement, il y a encore de belles opportunités. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence. Hein, je suis intervenu aussi un peu en tant que formateur, tu vois, dans tout ce qui est alternance. Un jeune sur deux veut devenir freelance aujourd'hui. Donc, là où il faut se dire, je veux dire, là, dans les quelques années qui viennent, IT, tech, marché assez stable, il y a des belles opportunités, il y a des projets qui démarrent. L'avantage qu'on a, c'est que les projets, ça ne se fait pas en 6 mois. Donc, tu vois, tu as un peu de prévisionnel. Moi, j'ai des clients, des fois, ça fait 7 ans qu'ils sont chez le même client. Le client se casse la tête pour placer le mec, tu vois, changer les contrats pour le garder et tout. Donc, il y a vraiment des belles choses à faire. Par contre, est-ce qu'on a encore 15 ans devant nous? Je ne crois pas. Tu vois, c'est vraiment aussi pour ça qu'on est là pour dire, il y a un momentum, on va le maximiser maintenant. Ouais. C'est maintenant, en fait. Ouais. C'est dans les années à venir. En fait, ce qui est incroyable, c'est que je le répète, hein, il faut vraiment que ça rentre dans la tête de nos spectateurs, c'est que tu fais 150 par an. En 3-4 ans, tu peux régler tes problèmes financiers. Vraiment. Si tu sais optimiser, parce que si tu sais mettre 100 000 et quelques par an de côté ou investir, et après, c'est exponentiel, en fait, quoi. Tu vois, donc, c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Mais laisser tomber la négativité ambiante, le machin. L'économie, c'est quelque chose de sectoriel. Vous êtes dans le bon secteur aujourd'hui. Essayez d'en profiter au max. Laissez tomber aussi, dernier truc, et après, je passe vraiment sur le comptable. Laissez tomber. Je vois beaucoup aujourd'hui de clients qui viennent me voir, type portage salarial à l'étranger, etc. C'est de la fraude fiscale. D'accord? C'est connu. Pas vu, pas pris, hein. Tu peux durer longtemps comme ça, mais c'est trop risqué. Sauf qu'il y a le rattrapage potentiel. C'est-à-dire si dans 10 ans, ils savent mieux identifier ceux qui ont fait de la fraude, ou dans 5 ans, de la fraude dans les 3 dernières années, par exemple, tu as un rattrapage et tu peux te faire toper et payer avec les intérêts tout ce que tu aurais dû payer, non? Exactement, et c'est pire que ça. Le contrôle fiscal sur une boîte, c'est limité à 3 ans. Okay. La fraude fiscale, notamment la fraude fiscale à l'étranger, c'est-à-dire via cacher des revenus à l'étranger, c'est 10 ans. Donc, ils reviennent sur 10 ans. Donc, imagine, hein, si tu as sorti 50, 60 000 sur 10 ans, on vient te voir, on te dit tu nous dois 500 000, bon, là, tu es mort, en fait. Donc, et en plus, autre chose, j'ai vu les rendements, ça vaut vraiment pas le coup. Encore une fois, ils viennent vous voir, ils jouent sur la peur et ils vous disent toi, tu payes 50%, avec moi, tu payeras que 20%. Sauf que manque de bol, en fait, tu peux payer 20 ou 25% légalement en dormant tranquille, en te faisant contrôler et en prenant zéro risque. Et tu as un risque pénal dessus. Et bien sûr. Et je pense qu'il tape plus fort sur toi qui gagne de l'argent plutôt que sur quelqu'un qui a volé des pommes dans un magasin, quoi. Ah oui, bien sûr. De toute façon, à un moment, l'État, on voit qu'il a besoin d'argent. Donc, franchement, je ne prendrais pas ce genre de risque. Ça vaut vraiment pas le coup. Déjà, ça vaut pas le coup. Et en plus, c'est illégal et tu prends un risque. C'est pas nécessaire. Tu prends un risque énorme. Voilà. Enchaînant maintenant sur cette dernière fausse croyance qui est moi, je suis plutôt tranquille. C'est le comptable qui s'occupe de la fiscalité. Alors, le comptable s'y connaît en fiscalité, d'accord? Après, c'est un peu toi et ta chance. Hein. Ça veut dire qu'un comptable, ce n'est pas une personne, hein. C'est des milliers de gens. Donc, il y a des gens qui sont bons en fiscal, il y en a qui sont très moyens. Malheureusement, ça, il faut le dire. Hein. Il y a même des gens, déjà, il y a des comptables qui sont très moyens déjà dans faire les comptes, en fait, faire les bilans. Il y a eu déjà pas mal de personnes qui ont eu même des problèmes légaux par rapport aux comptes qui ont été faits, parce que je rappelle quand même, à la fin de la journée, c'est toi en tant que chef d'entreprise qui est responsable de tout ça. Oui, c'est ça. Tu payes, c'est quand même, moi ça m'a toujours primé. Tu payes un comptable parfois un peu cher, mais c'est toi qui es responsable de son travail quand même. Tu es responsable des comptes qu'il valide, en fait. Donc en fait, si tu veux, le comptable bizarre, te présente des comptes et c'est toi qui les valides en tant que chef d'entreprise. Bon, voilà. Après, la plupart... L'idée, c'est pas de dire les comptables sont mauvais. La plupart des comptables sont très bons dans faire un bilan. Okay. La plupart des comptables sont bons dans je leur pose une question précise, ils me répondent. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que, alors déjà, le comptable, son rôle, par contre, c'est ni de te former sur la fiscalité, la gestion d'entreprise, les règles des frais d'entreprise, etc. Il répond à des questions précises. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des freelances ne se sont jamais formés. Donc, du coup, ils posent une question vague, le comptable répond. Et toi, tu ne comprends pas, tu leur poses 45 questions. Il regarde sa montre, il dit bon, t'es gentil, mais tu me payes 150 € par mois, je ne peux pas passer 4 heures à tout expliquer, en fait. Ce n'est pas son rôle. C'est clair. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que comment tu fais pour lui poser des bonnes questions alors que tu ne maîtrises pas le sujet. Donc derrière, il ne pourra pas trop t'aider non plus. Bien sûr. Dernière chose, ce n'est pas le comptable qui va venir vers toi.
à 150 balles par mois, 200 balles par mois pour te dire ah bah tiens en fait ici tu peux faire mieux, tu peux économiser. Ouais, c'est un truc de fou. C'est pas son rôle. C'est marrant parce faut que vraiment le comprendre. il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont eu un conseiller sur la partie fiscale et ceux pas encore. Et quand on est passé avec une assistante sur la partie fiscale, on reviendra jamais en arrière parce qu'on économise tellement d'argent là-dessus. Moi, je l'ai fait depuis assez peu de temps. En fait, ça fait à peu près 2 ans, je pense maintenant, que je me fais accompagner à titre perso et sur la boîte. Et ça change vraiment tout en fait parce que il y a beaucoup de poches que l'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de stratégies. Mettre en place une stratégie, c'est intéressant. Parfois, ça peut même être des choses assez simples, mais des économies en fait qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros en quelques secondes d'accompagnement en fait. Oui, bien sûr. Qu'il y a d'expertise. J'aurais bien voulu revenir sur un élément qui peut être assez simple à mettre en place pour des freelances qui sont déjà en activité, qui ont leur boîte et qui ont des charges potentiellement qu'ils n'exploitent pas. Ils peuvent déduire des choses qu'ils ne déduisent pas. Tu as dû rencontrer, je pense, des gens comme ça dans ta carrière. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de charges que l'on peut déduire et où il n'y a pas de débat avec l'administration, on ne risque pas d'être retopé? Alors, je ne parle pas d'acheter une Rolex à titre perso, mais tu vois un peu ces poches-là que l'on pourrait utiliser pour réduire finalement son IS au niveau de ta société. Oui. Alors, ça va pas être, c'est pas des conseils. Hein. Je donne des pistes. Je vais d'abord donner la règle de cohérence parce que dire que ce que je vais dire, tu peux pas être retopé. Le problème du droit fiscal, c'est qu'il est un peu soumis à interprétation. Donc, il faut connaître la règle. En fait, c'est simple. Tu as 2 choses à faire avec une boîte, c'est que tu peux faire des frais dans l'intérêt de l'entreprise, de son développement, d'accord ? Et la deuxième chose qui est un peu moins connue, tu peux faire des choses dans l'intérêt du développement du chef d'entreprise, donc toi. Ok. Des formations, des choses comme ça, par exemple. Je vais donner quelques exemples, exactement. Okay. C'est pas limité, en fait. Hein. Tu peux aller très, très loin. La règle principale, en gros, c'est que si on vient te voir, il faut que tu aies la facture. Okay ? Il faut qu'il y ait vraie prestation. Et surtout, il faut que tu puisses expliquer pourquoi c'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire ça. Enfin, d'avoir fait cette dépense. Voilà. Okay. Et en gros, en fait, la règle s'arrête là. Donc, le problème, c'est que ça laisse une marge énorme, tu vois, à interprétation. Ouais. Donc, j'essaye de donner un cadre, hein, ça vaut ce que ça vaut. Moi, généralement, je dis, bon, on a le droit à peu près de faire 10% sur son CA. Tu vois, tu fais 150 000 par an. Normalement, tu arrives à faire 15 000 euros, tu vois, de dépenses raisonnables dans le cadre du développement et de ton entreprise et du chef d'entreprise. Pour un freelance. Pour un freelance. Oui, on prend l'exemple du freelance, exactement. Maintenant, si tu as 4 salariés et tout, c'est vraiment autre chose. Là, on n'est que dans le solopreneur. Okay. Donc, c'est à peu près un truc qui peut te dire… Après, tu peux faire plus. Hein. Par exemple, une année… Imagine, tu passes un diplôme super important pour toi qui coûte 30 000 euros et tu fais que 100 000 nets cette année. 30%, ça fait un peu beaucoup. Mais là, c'est justifié parce que tu passes un diplôme. Je ne sais pas, tu vois, tu passes une certif super importante, infra, IT, je ne sais pas quoi. Demain, tu augmentes ton TJM. Bah là, normalement, il n'y a pas de souci. Tu as fait une vraie formation, tu as eu un vrai diplôme. Et ensuite, tu peux expliquer ton retour sur investissement via la dépense. Donc là, tu peux monter très haut. Tu peux même dépasser les 50% si c'est complètement justifié. Et si derrière, ce qu'on attend souvent, c'est un retour sur ce que tu as fait. Oui, c'est ça. D'accord ? Maintenant, il y a un côté super intéressant. Alors là, par contre, celui-là, beaucoup de freelance passent à côté. C'est ce que j'appelle le développement du chef d'entreprise. Là, tu peux te permettre d'aller un peu plus loin. Tu vois, typiquement, tu peux aller faire une formation en finance, en fiscalité, en investissement, en comptabilité, en ce que tu veux, parce que personne ne peut nier aujourd'hui qu'un chef d'entreprise, il a aussi une casquette financière, au sens large du terme. Donc déjà, tu peux aller sur des thématiques un peu plus loin que juste l'IT si tu es dans l'IT. Donc tu vois, tu peux aller, je ne sais pas, des masterminds, des séminaires, tout ce que tu veux autour de thématiques, mais professionnelles, hein, pas joueur de flûte traversière, mais quelque chose vraiment de pro, mais sur la partie un peu plus chef d'entreprise. Okay. Donc ça, tu peux le faire. Une astuce que j'aime bien donner, tu es dans la tech, et un truc incroyable, aujourd'hui, il y a des événements, des super événements, partout dans le monde. Je ne vais pas faire de pub, mais je pense à des événements où je suis allé comme le Web Summit. Tu as le CES, enfin, tu as plein de choses. Mais le Web Summit, par exemple, tu vois, il se fait à Lisbonne, il se fait au Qatar, il se fait à Rio, au Brésil, et il se fait au Canada, à Vancouver. Donc, tu vois, tu peux pratiquement choisir un pays sympa où tu veux aller. Alors, attention, hein, tu dois aller tu vas pas à côté, tu vas à la plage. Tu dois aller, tu dois prendre tes places et tu dois justifier que tu as été. Mais je trouve que si tu es dans la tech, aller dans un événement où tu as de la veille, où tu rencontres des gens, où tu te fais du réseau, c'est justifié. Okay. Alors, petite règle, ce qui est bien quand tu vas à l'étranger avec ta boîte sur un événement international qui correspond à ta cible, tu peux pratiquement mettre tout en frais, billets d'avion, hôtel, etc. Les choses qu'on va essayer d'éviter, on va éviter la business class ou la first class à 7 000 euros l'aller-retour.
Alors, évidemment, hein, si tu fais 400 000 euros, peut-être que tu peux le faire, mais voilà, tu as quelqu'un, on va dire un freelance classique qui fait 150 000, on va éviter de faire 7 000 euros de billets d'avion et la suite à 1 000 euros la nuit et revenir avec 30 000 euros de dépenses, parce que là, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle les dépenses somptuaires, luxueuses. Tu vois, donc voilà, il y a un juste milieu. Tu n'es pas obligé d'aller dans l'hôtel 2 étoiles, hein, tu peux aller dans un 5 étoiles, mais essayer de garder une cohérence. Tu vois, quelqu'un qui fait 150K, je donne des règles comme ça à peu près. Bah, tu fais un voyage, normalement le voyage il va te coûter, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros. Quoi. Tu vois, si tu ressors avec un voyage à 15 000 euros, ça fait un peu beaucoup. Tu vois, 10% de ton CA dans un voyage, on commence à comprendre que ça fait. Tu vois, c'est excessif. C'est excessif. Voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, tu n'as pas de limite. Tu as des masterminds à l'étranger, tu as des événements payants pour te faire du réseau. Le bon réseau, aujourd'hui, il est payant. Tu nous parleras un peu comment développer son réseau. Mais tout ce que tu peux faire qui peut te développer toi ou ton entreprise, c'est hyper pertinent de le faire au nom de l'entreprise. Enfin, une entreprise sert à ça, en fait. Ouais, tu vois. Et dernière chose, j'entends souvent ça. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup de télétravail, je ne fais pas de frais. J'en peux plus. Mais tu n'as pas de veille à faire, tu n'as personne à aller voir, tu n'as pas de réseau à construire. Enfin, c'est pas possible, quoi. Oui, puis tu peux allouer une partie de ton logement pour le télétravail, il y a le matériel. Oui, après, exactement, tu peux. Il y a les si déjeuners. Si ton entreprise est domiciliée chez toi, tu peux avoir un bureau, déduire une partie du loyer, ou alors, si tu es propriétaire, faire un bail entre toi et l'entreprise. L'électricité, l'Internet, voilà, tu peux déduire un pourcentage de tout ce que tu utilises, téléphone, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi. On va pas tout faire la liste, hein, elle est longue, hein, mais il y a aussi les dîners et les déjeuners d'affaires qui sont un peu sous-cotés. Très peu de gens en parlent parce que le déjeuner, ça s'arrête à 21 €. Il faut le savoir. Hein. J'apprends ça à des choses à des clients, tu vois, qui me disent moi, je vais au resto et j'aime bien faire, voilà, je me fais plaisir, je prends 40 €. Je dis ouais, mais pose la question à ton comptable, hein, parce que moi, la règle que je connais, c'est jusqu'à 21, c'est déductible, et ensuite, c'est pour ta poche, en fait. Hein. Donc oui, c'est au nom de ton entreprise, mais ce n'est pas déductible fiscalement. Et là, il me dit, ah bah mince, si je l'aurais su, je me limiterais à 21 €. Pardon. Et par contre, l'astuce, c'est que tu as le droit d'inviter des clients du réseau, etc., sous le format déjeuner ou dîner d'affaires. Et là, pratiquement, tu n'as pas de cap. Hein, tu peux manger pour 100 € ou 200 €. Encore une fois, si c'est justifié, si c'est quelqu'un qui a un intérêt professionnel. Oui, c'est pas un date, ça marche pas. À moins que ça soit ta future collègue. mais voilà, il faut trouver toujours un cadre. Mais ça peut être sympa parce que là, tu te casses pas la tête. Tu vois, tu mets le nom. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je sais pas, un client potentiel. Tu vois, tu as un client, tu dis OK, on va manger. Hop, ça te coûte 200 balles. Alors, généralement, ton comptable va te demander le nom du client que tu as invité et la note de frais associée. Et là, tu peux te faire plaisir. Tu notes le nom sur le ticket. Oui, il faut noter sur ce que tu donnes au comptable, en fait. Hein. C'est une sorte de note de frais où sur la facture, c'est bien de noter la personne, nom, prénom, parce que le fisc peut aller jusqu'à te dire ouais, c'était qui, pourquoi, machin. Bon, après, toujours dans cette logique de pouvoir justifier, en fait, que exactement. c'est dans l'entreprise. Après, il ne faut pas être parano non plus. Et il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire, si tu fais 40 dîners d'affaires dans l'année alors que tu es un solopreneur, bon, c'est là aussi, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller manger à la tour d'argent pour 1 500 € non plus. Quoi. C'est toujours pas. Ça, c'est vraiment la partie charge déductible. Et tout à l'heure, tu le disais, une des manières d'augmenter son TGM, c'est par exemple d'ajouter une certification, etc. Moi, je constate que beaucoup de freelances arrivent à une sorte de plafond de verre et qu'ils ont du mal à les négocier 30-50 € de plus à leur prochaine mission. Peut-être on peut discuter aussi un peu des différentes méthodes qui permettent de faire ça. Je sais que beaucoup d'entre les personnes qui nous regardent là sont intéressées par des thématiques d'apport d'affaires qui sont assez courantes. Moi, c'est devenu aussi une de mes spécialités. Je fais ça depuis 4 ans, puis j'accompagne des gens à en faire. Tu as beaucoup de tes clients qui font de l'apport d'affaires aujourd'hui, qui regardent un petit peu comment on peut faire de la croissance grâce à ça. Oui, c'est ultra tendance. En fait, quand tu es freelance, tu as 2 problèmes majeurs. C'est que souvent, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu es en mission, c'est bien. Tu n'es pas en mission, tu as 0. Ouais. Donc, c'est un gros problème parce que ton niveau de risque dans ton business model, il est assez élevé. Donc, nous, il y a 2 grosses thématiques qui sont demandées par mes clients après l'optimisation. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est quand tu optimises, en moyenne, on récupère entre 20 et 30 000 € dans la poche par an. Donc, déjà, tu vois, c'est une bonne base de départ. Ouais. Et ensuite, on a la problématique que j'appelle moi un peu la diversification. C'est qu'effectivement, j'ai mon TJM. Alors, souvent, le TJM, très rapidement, tu as un petit plafond de verre, 600, 700, 800, 900 pour les meilleurs, mais au bout d'un moment, tu n'iras pas plus haut parce que le marché, en plus, il est plutôt la concurrence qui augmente, etc. Donc, on a ce gros problème, c'est que
je ne peux pas gagner plus. Et j'ai le risque à un moment d'avoir 4, 5, 6, 7, des fois 8 mois sans vraiment mon activité principale. Donc, comment je résous ça? Et deuxième chose, comment je diversifie un peu? Ça veut dire, je vais rester toute ma vie sur une source de revenus unique, quoi. Tu vois, ce qui est extrêmement dangereux en termes de je sais pas, je me casse une jambe, tu vois ce que je veux dire? Et je vois aussi un élément par rapport à ça, c'est que assez rapidement, même si on gagne par exemple 700 € par jour, ça paye très bien le lifestyle. Mais en fait, ça ne permet pas d'investir, ça ne permet pas de faire d'autres choses. Parce que notre lifestyle, il s'habitue à notre source de revenus. Oui. Et le fait, par exemple, de faire de l'apport d'affaires et d'aller générer 60, 50, 100 000, 200 000 € en plus de son TGM, bah, ça permet d'avoir une poche supplémentaire pour pouvoir investir, ou un peu de kiff aussi, il ne faut pas se priver, mais en plus du lifestyle, etc. Nous, on essaie vraiment d'aider les freelances à en faire un vrai business. Donc déjà, dans un business, si tu peux avoir plusieurs sources de revenus, c'est quand même mieux, tu vois, en termes de sécurité. L'autre chose, c'est que, on va en parler après, mais c'est le côté investissement, tu vois. Donc moi, j'optimise pour ensuite pouvoir plus investir. Et après, si on peut rajouter, comme par exemple l'apport d'affaires, pour gonfler encore cette poche à investissement, bah là, c'est exponentiel, quoi, tu vois, parce qu'on parle de personnes. Comme tu dis, l'apport d'affaires, ça peut rapporter 40, 50, 100 000 € de plus par an. Donc, t'imagines, si tu mets 100 000 € au boulot, ouais, c'est clair. si Par tu an. prenais une calculatrice financière à 6-7% de rendement, c'est démentiel. Sur 5-10 ans, etc., ah ouais, non, c'est incroyable. Là, vraiment, encore une fois, on ne se rend pas compte. Il faut vraiment faire l'exercice. Peut-être qu'on peut justement faire l'exercice d'expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à des tels chiffres avec l'apport d'affaires, parce que beaucoup pensent qu'un bon apport d'affaires, c'est 40, 50 € maximum par jour. Et en fait, je me rends compte avec les gens qu'on accompagne que cette croyance, elle est hyper ancrée parce qu'il y a un certain nombre de gens qui communiquent sur ces chiffres-là. Et le problème, c'est qu'ils passent par des ESN. Ils sont en fait sous-traitants d'ESN, et ce qui a énormément d'inconvénients. D'abord, des chances de ne pas se faire payer, on n'est pas visible auprès des clients finaux, on travaille sur des appels d'offres qui sont souvent très partagés sur le marché parce que l'ESN ne partage que des appels d'offres qu'elle ne pense pas, auxquels ne pense pas répondre. Ils privilégient leur bench, c'est-à-dire leurs consultants qui sont en interprojet, etc. Et puis, les commissions qui sont versées sont faibles. 40-50 €, il faut en faire beaucoup pour faire 100 000 €, quoi. Moi, j'aime bien aider les gens à travailler beaucoup off-market et en direct avec les clients finaux, parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut, sur le top 100 des plus grands comptes, travailler hors référencement quand on est apporteur d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, ça. Oui, bien sûr. On peut passer par ce qu'on appelle des porteurs, et qui sont des gens qui prennent une commission de 3%, grosso modo. Et ça permet en fait de faire des apports d'affaires à 100, 150 €, voire même davantage, par jour, par profil. Et du coup, en 4-5 deals, on fait déjà 100 000 € en plus de son TJM. Oui, ça, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est un des leverages, je pense, les plus sous-exploités quand on arrive justement à ce plafond de verre et qu'on ne sait pas tellement quoi faire, qu'on a une vraie expertise. J'aime beaucoup dans ton approche, tu dis cette expertise-là, elle permet de faire ma mission, mais elle peut me permettre aussi peut-être de faire une formation, d'évaluer des profils pour faire de l'apport d'affaires, etc. Et souvent, non seulement la fiscalité peut être améliorée, mais même les compétences, on peut les utiliser pour faire d'autres choses, quoi. Exactement. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, alors déjà, les sommes sont incroyables. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte. On l'a dit tout à l'heure, tu fais plus de 100 000 € par an, tu as fait le plus dur. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu as fait le plus dur, c'est-à-dire que tu arrives à valoriser ton expertise. Mais en fait, ton vrai business, justement, ce n'est pas la prestation, c'est ton expertise. Et l'expertise, ce qu'on est en train de dire, l'expertise, tu peux la monétiser de différentes manières. Une des manières complémentaires qui te prend peu de temps, c'est l'apport d'affaires. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que finalement, ce n'est pas juste placer quelqu'un. Ce que tu vas valoriser avec ton expertise, c'est tu comprends le besoin du client. Tu sais, alors on va prendre un exemple, tu vois, tu es data analyst, ok ? Donc, quand un client il te parle d'un besoin, tu connais beaucoup mieux le besoin qu'un commercial de SN. Parce que lui, quand il te dit j'ai besoin d'une mission data pour améliorer ça, mais toi, tu l'as déjà fait. Tu sais exactement ce qu'il faut faire dans la mission. Tu sais exactement, demain, tu rencontres un gars qui te dit « Ouais, je suis data ». En 3 questions, toi tu sais s'il est bon ou pas. Ouais, tu vois ? Et tu vas savoir s'il est fit pour cette mission-là. Pour moi, tu as 3 leviers par rapport à ça. Le premier, c'est que on est dans un système complètement con où tu as un client technique qui explique à un commercial qui n'est pas technique comment on fait pour trouver un mec qui est technique. Oui, c'est vrai. Donc là-dessus, tu as une aberration complète. Après, ce que tu dis, je te rejoins 100% sur la sélection. Ton expérience te permet de bien sélectionner les profils. Mais pour moi, si tu travailles en off-market avec les clients du coup finaux en direct, eh ben, tu peux aussi le conseiller sur sa situation, son appel d'offres. Et le plus souvent, on se rend compte que 50% des appels d'offres ne sont pas dimensionnés
pour trouver la bonne personne. Donc, le marché est en train de chercher un profil qui correspond à l'appel d'offres, alors que si tu discutes avec le client final, tu vas te rendre compte que c'est une autre personne qu'il lui faut parce qu'il a anticipé telle chose qui n'était pas bonne, parce qu'il a mal identifié la qualité des profils dans son équipe et toi, tu peux lui apporter cette vision. Et donc, le rôle de l'apporteur d'affaires peut être aussi un conseiller pour le client final. Et donc, on n'est pas du tout vendeur, on est plutôt dans une approche un peu docteur. Quand tu vas chez le médecin, il n'est pas là pour te vendre du Doliprane. Il fait un diagnostic. Exactement. Ouais. Et en fait, ce rôle, cette expertise dont tu parles, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ce rôle de diagnostiqueur, d'évaluateur du risque pour le client, des technologies nécessaires, de la main-d'œuvre nécessaire. Et ça, c'est un leverage incroyable pour le client. Et il voit la valeur par rapport à un commercial classique qui, finalement, est limité à essayer de placer les mecs sur le bench et apporte aucune valeur en entretien, quoi. Exactement. Bon, on ne va pas se mettre les commerciaux à dos, mais c'est une réalité du terrain. En fait, ce qui est incroyable, c'est que la personne la mieux placée pour aider le client, c'est toi, en fait. Tu vois, et je pense que, comme tu dis, c'est un levier. Ça va devenir évident. Tu sais, les bonnes idées, elles passent par des phases. Au début, tout le monde trouve ça ridicule. Enfin, on en rigole, c'est ridicule. Et ensuite, à un moment, ça va devenir évident. Aujourd'hui, le marché du recrutement, en général, il est en train de changer. On se rend compte que beaucoup de personnes qu'on appelle les intermédiaires, ils sont bien gentils. Je ne dis pas que tout le monde ne sert à rien, tu vois, on ne va pas faire ce genre de raccourci. Il y en a qui bossent bien, mais quand même, la plupart, ils te placent un mec dans l'IT, demain un mec dans le projet industriel et après-demain un gars qui fait des crêpes, tu vois, pour exagérer un peu. Donc, oui. À un moment, les clients ne sont pas contents. Ouais. J'ai été manager d'une ESN, hein, me permet, je connais un peu le secteur. On en a marre aussi en tant que candidat d'être poussé sur des missions, c'est pas ce que le gars nous a expliqué, etc., etc. Donc tu perds du temps et tout le monde perd du temps et de l'argent. Donc c'est hyper pertinent de se dire à un moment, est-ce que certains intermédiaires, on a vraiment besoin d'eux, pas pour les s'user, hein, pour dire, mais attends, lui là, mais en fait il est hyper bien placé. Toi freelance, tu es en mission, tu fais exactement ça. Tu côtoies des gens, tu sais les qualifier, tu comprends et le besoin et tu sais qualifier le consultant dont on aurait besoin, bah, tu fais pas ce plat en fait. 100%. Et c'est vraiment un changement de paradigme énorme. Le marché en France sur la prestation, c'est à peu près 69 milliards. Moi, je ne serais pas étonné que dans 4-5 ans, il y a au moins 20% de ce marché-là qui passe uniquement par des apporteurs d'affaires parce que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel. Et les clients en fait, sont hyper demandeurs de ces freelances qui se mettent sur ces sujets. Ouais. Après, c'est une tendance plus générale qu'on appelle la désintermédiation, qu'on retrouve en fait, ou l'ubérisation, oui. Tu vois. Bon, voilà. C'est un contexte général. Encore une fois, c'est un momentum. Il y a des opportunités, prenez-les au vol. Vous êtes déjà en place, vous avez déjà du réseau. En fait, il faut se baisser. Après, attention, avec Rémi, il y a une vraie méthode aussi. C'est vraiment aussi le truc, hein, c'est qu'attention, il y a, ok, on peut le faire, mais il faut le faire bien. Il y a des contrats, enfin voilà, on va en parler, mais ayez cette approche pro en fait. Si on le fait bien. C'est un peu, tu vois, notre approche. On fait de la fisca, on fait de la stratégie, on le fait bien. On prend le temps, on le fait une fois, on l'a bien fait, on avance quoi. 100%, je te lance 100%. Je sais qu'on a souvent des questions qui sont liées au statut. Et tu disais en introduction que finalement le statut s'adapte à la situation. Est-ce que tu peux quand même nous donner un peu des exemples, micro-entreprise, EURL, etc., ou même SARL, EURL, SAS, enfin tu vois un petit peu ces sujets-là. Est-ce que tu veux... Oui, je peux donner des grilles de lecture. Je vais donner des exemples et des contre-exemples, okay. parce qu'on a vite fait, d'aller dans le mauvais côté du statut. On va commencer par la micro. Alors déjà, je le répète, hein, dire aujourd'hui que la micro c'est un des meilleurs statuts pour un freelance, c'est complètement faux. D'accord, c'est même dangereux. Je sais que c'est tendance sur LinkedIn de raconter ça. Bon, généralement, regardez le profil des gens qui le disent. Hein, c'est d'autres freelances, c'est pas des experts. Premier truc que je conseille, il y a des simulateurs gratuits en ligne. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, prenez un simulateur. Et quand on vous parle de micro, mais on parle de quelle somme? Donc, si par exemple vous faites 150 000, vous mettez dans le simulateur 150 000, okay, vous mettez vos données et vous allez vous retrouver à 47 ou 50% de fiscalité. Donc, à quel moment c'est intéressant? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, oui, si je fais jusqu'à 80 000, je peux démarrer en... Alors, généralement, en fait, la micro, c'est simple, c'est pour démarrer facilement. C'est ça, les premiers mois en Les micro. premiers mois, je teste, voilà, bon. Après, on pourrait aussi démarrer en portage, enfin, tu vois, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais tu démarres, ok. Mais après,
beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui disent ouais, mais c'est pas grave, tu peux dépasser le seuil pendant 2 ans. À partir de 80 000, 90 000, il faut passer dans le monde de l'entreprise. D'accord ? Attention, pas n'importe comment. Là, je suis d'accord. C'est pas passer en SASU, en EURL, ça y est, ça va régler nos problèmes. Non. Mais quand ça commence à devenir sérieux, la micro n'est pas du tout adaptée. Je vais donner 2-3 astuces. Si tu es au chômage, ça peut être intéressant. Si tu as l'ARE, c'est-à-dire si tu as la possibilité d'avoir une réduction de cotisation sociale de 50%. Ça, on peut l'avoir pendant 6 mois ou 12 mois. Ça dépend un peu des profils. Là, tu peux rester en micro. Okay, donc ça, même si tu fais 100 000, c'est intéressant puisque tu vas tomber de 25 à 12,5. Donc là, oui, si tu as ce bonus, tu le prends. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est quand tu as le prélèvement forfaitaire libératoire. Okay. Alors attention, il est très faible. C'est-à-dire que pour l'avoir, il faut qu'en N-2, il y a 2 ans, tu aies eu un revenu fiscal de référence pour un célibataire inférieur à 28 000 euros. Donc bon, tu as vite fait de ne pas l'avoir en fait. Donc voilà. Il y a peu de chance même, tu l'as eu si tu es bossé même en ESN. Oui, en vrai, si tu as gagné au moins 2 500 euros par mois, tu ne l'as pas. Quoi. Donc voilà. Donc quand quelqu'un il vous dit la micro c'est bien, on parle de quelle somme ? Est-ce que tu as le PFL, tu n'as pas le PFL ? Et est-ce que tu as tu vois, les 50% de cotisation sociale en moins ? Voilà. Si tu n'as pas ça, honnêtement, à partir de 80-90, tu dois trouver une structure pro. Voilà. Alors, EURL et SARL, c'est la même chose. Souvent, EURL, tu es tout seul, SARL, tu es avec 2. Tu peux quand même être tout seul en SARL parce que. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Donc, les raccourcis, c'est quoi ? Beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une tendance, ça, c'est du conseil un peu, on va dire, de comptable de premier niveau sans offense à personne. Tu vois, c'est le conseil sur la nappe, quoi. Oui, mais je fais quoi ? T'as quoi ? T'as une SASU, mais passe en URL, ça coûte moins cher en cotisation sociale. Tu vois ? Donc, ça ne marche pas. OK ? Ça peut être intéressant. Je vais rapidement donner en fait les avantages et les inconvénients de l'URL SASU. Malheureusement, je ne peux pas aller trop loin parce que je te dis, on parle de quelle somme, on parle de quel foyer fiscal, tu vois. C'est un peu tout ça qui est super important. Grosso modo, l'URL, c'est bien si tu veux tout te sortir en rémunération. D'accord ? Parce qu'en fait, ça va te coûter beaucoup moins cher parce que c'est du revenu, ce qu'on appelle travailleur non salarié. Ça va te coûter 45%. Bon, je ne sais pas si on peut dire que 45%, mais voilà. En tout cas, ça te coûte 45%, là où la SASU sur un salaire, ça coûte 80%. Bon, voilà. Et l'avantage, c'est que tu peux tout déduire de ton IS. Donc, généralement, en EURL, l'idée, c'est de tout sortir en revenu et de ne pas payer d'IS. OK ? Donc, ça peut être bien. Fait, la différence, c'est que ton revenu, il est avant IS sur l'URL et la SARL. Et la SAS, en fait, ça ne marche pas comme ça ? En fait, la SAS, tu peux déduire ton salaire. Mais ton salaire, il est chargé à 80% de cotisation sociale. Donc, tu te payes beaucoup en dividendes et du coup, c'est après IS. C'est ça l'idée, en fait. Oui, après, tu peux te payer plus en dividendes. Après, c'est un arbitrage, quoi. Tu vois, ça dépend un peu de tes besoins, etc. Mais grosso modo, le URL, c'est bien si tu sors tout. Mais la SAS, c'est bien parce que c'est beaucoup plus flexible. Tu peux aussi faire du report, etc. Le gros problème de l'URL, il y a 2 gros problèmes qu'il faut avoir en tête. Et ceux-là, c'est très rare qu'on te les donne. Premier problème, c'est que c'est intéressant si tu sors tout en revenu. Question que j'ai, à moins d'aller au casino et flamber, est-ce que tu as besoin de sortir 140 000 euros par an ? Tu vois, première question, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai besoin. Du coup, beaucoup de gens, tu sais ce qu'ils font, ils sortent une partie juste en revenu, ils payent un IS, et là tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant. Autre gros problème, c'est qu'ils mettent de l'argent, ce qu'on appelle en réserve, tu sais, ils font du report, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que quoi que tu fasses, quand tu voudras sortir ce report à un moment, qui ira gonfler, je ne sais pas, à 400, 500 000 euros, ça va vite avec les sommes dont on parle, tu devras le sortir à 45%. Tu n'as pas la flat tax parce que la notion de dividende n'existe pas en EURL, c'est forcément du revenu professionnel, revenu non salarié. En fait, c'est limité, je crois, à un pourcentage de ton capital. Du capital social, mais on ouvre tous des boîtes à 1 000 euros, tu vois, donc ça ne marche pas du tout en fait. Et là, attention, maintenant, il faut comprendre le point. Je m'excuse, c'est un peu technique, on essaie de suivre, mais imagine maintenant, tu as un freelance, il fait 150 000 par an, il a une EURL, lui il sort 50 000 pour vivre tranquille, il met 100 000 grosso modo, enfin 80 000 de côté, moins les frais, etc., ou 70 000. Au bout de 5 ans, il a 400 000 de côté. Le gros problème, c'est que ces 400 000, maintenant il veut les sortir pour en profiter, ça va lui coûter 45%. Là où si tu avais fait la même chose en SASU, ça aurait été un peu plus malin, parce qu'en SASU, tu peux bénéficier de la flat tax à 30%. On ne pourra pas te prendre plus que 30%. La différence de 15%
sur 300, 400 ou 500 000 euros, fais le calcul, c'est énorme. Tu vois, donc, ce qui pouvait ressembler à une bonne idée à un instant T, finalement, sur 5 ans, c'est une très mauvaise idée. J'ai une question naïve, mais est-ce que je peux faire ces quelques années en URL et changer le statut de ma boîte pour le passer en SASU, par exemple, au bout de quelques années? Très compliqué, parce qu'en fait, tu auras provisionné ces chiffres en tant que URL. Alors là, tout de suite, je n'ai pas la réponse. C'est vachement technique. Et je pense qu'on va encore une fois tomber sur le coup de... On appelle ça l'interprétation. Mais je pense que oui, si les tu raisons qui t'ont poussé à ça. Ouais, voilà. Et je pense que là-dessus, tu prends un énorme risque, parce que si on te contrôle, on va te dire pourquoi vous avez fait ça, tu n'auras pas de réponse que dire fiscalement, ça m'intéresse. Devine quoi, tu n'as pas le droit si c'est juste une raison fiscale. Donc non, pour moi, ça ne fonctionne pas. Bon, si on a quelqu'un de très technique dans les commentaires, dites-nous. Mais en tout cas, moi, je ne conseille pas du tout de faire comme ça, puisque tu vas tomber sous la coupe d'avoir transformé une société à des buts fiscaux. Et ça, c'est répréhensible par la loi. Mais tu vois, donc ce qui me fait dire quoi, c'est que ta stratégie, ce que tu veux avoir dans 5 ou 10 ans, tu dois le réfléchir aujourd'hui. C'est là où, malheureusement, c'est un peu sans pitié. Ça veut dire... Et là, on retombe, tu vois, sur les clichés. Oui, les riches, ils font le plus d'optimisation. Oui, les riches, ils ont des super résultats en France en termes de taux d'imposition. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des stratèges, parce qu'ils ont des experts, parce qu'ils réfléchissent 5, 10, 15, 20 ans. Tu sais, tu as d'autres choses. On peut ouvrir le sujet, par exemple, sur... tu as un gars, il a une maison à 400 000 euros, il la donne à succession, ses enfants se font éclater. Tu as la personne qui l'a prévu, démembrement, 100 000 tous les 15 ans. Tu vois, voilà, tout le travail qui a été fait avec un notaire. Anticiper, c'est la grosse différence. Anticiper, voilà, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Donc, par contre, il n'y a pas de cadeau là-dessus. Okay. L'État est assez... En fait, c'est pas l'État, c'est la loi fiscale est sans pitié pour celui qui ne prépare pas tout ça, en fait. Okay, donc, il faut vraiment réfléchir. Donc, si tu veux, pour finir, il n'y a pas vraiment... de mieux entre la micro, la SASU et le URL. Franchement, là, on s'adresse à un public, je pense, qui fait plus de 100 000. Donc, franchement, la micro, mettez-la à la poubelle. Hein. Faites les bons calculs. À aucun moment, c'est intéressant. Surtout que vous ne pouvez pas faire de frais. Là, sur 150 000, on va faire au moins 15 000 euros de frais. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas un grand intérêt sur la micro si je dépasse 80 000. Et ensuite, l'arbitrage entre EURL et SASU, c'est quoi ma stratégie, c'est quoi mon besoin, c'est comment je vais l'utiliser. Ouais, ça. Donc, c'est un peu ça la réponse. Ok, super réponse, je te remercie, c'est assez clair. Peut-être ça vaut le coup que je reparle un petit peu de la partie off-market. Je me suis rendu compte que là, on parle beaucoup de la stratégie, comment on économise de l'argent, mais peut-être parler un petit peu aussi pour ceux qui souhaitent gagner davantage, notamment grâce à l'apport d'affaires ou même pour leur propre mission. Tout le monde sait qu'une ESN peut apprendre 150, 200, voire même bien davantage au-dessus du TGM du freelance pour le vendre au client final. Et tu m'avais posé pas mal de questions en off sur comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces missions qui sont un peu cachées et comment est-ce qu'on fait pour bosser avec les clients finaux. Je peux peut-être en parler 2 secondes, ça peut intéresser les personnes. Finalement, en fait, l'off-market, ça consiste à passer outre les plateformes et les ESN, parler directement avec le client final. Et quand on va regarder en fait le modèle, on va pouvoir passer par ce qu'on appelle des free first. Ce sont des plateformes qui font que de la contractualisation, de la facture. Et du coup, on se retrouve avec ça, c'est le TGM total du client final, le TGM du freelance et peut-être 3-4% qui sont pris par les plateformes. Et cette marge aussi de 150 € qui devrait être prise par l'ESN, c'est la commission des apporteurs d'affaires. C'est pour toi. C'est pour moi, ouais, exactement. C'est pour celui qui est capable de proposer l'apport d'affaires. Et toi qui connais bien les ESN, je pense que ce modèle-là, tu le connaissais peut-être peu en fait. Moi, j'ai été en ESM, j'étais manager il y a 5-6 ans. Ouais. Ça a changé pas mal. Il n'y avait pas assez en fait, d'acteurs qui étaient référencés. Donc, le gros avantage qui a disparu, ce que tu es en train de dire, hein, c'est comme tu dis, le marché change. C'est qu'avant, une ESN, elle pouvait se permettre de taper 20 ou 25%, puisqu'elle te disait, mais moi, je suis référencé. Ouais. Tu vois ? Et donc, le marché est en train de changer. Enfin, c'est comme le taxi, en fait. Hein. Tu disais, moi, c'est tant, je m'en fous. Il n'y a que moi. On est plus seul. Donc, je te dis pas bonjour et je te donne pas de bouteille d'eau. Ouais. Enfin, tu vois un peu le truc, quoi. Mais c'est toujours le même principe. Hein. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, tu es comme quelqu'un qui est capable d'aller mettre un Uber sur le marché, quoi. Tu vois, il faut que tu réfléchisses comme ça. Tu te dis, attends, le marché est en train de changer. Moi, je suis en place. Moi, je suis un freelance. Je suis là. J'ai mon réseau. J'ai mes compétences. Je connais des gens. Le marché est en train de changer. Il faut que je prenne ma part, en fait. Et maintenant, mais avec la bonne méthode.
Ouais, c'est clair. Et ce que tu viens de me dire, je suis investisseur, je fais un peu d'IMO aussi. Et en fait, c'est exactement la même chose. Les bons deals sont off-market. 100%. Tu vois 100%. Et comment on fait des bons deals? Généralement, c'est le réseau. C'est connaître, comme tu dis. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que quand tu m'as dit il y a plus de 100 comptes aujourd'hui qui ont des plateformes qui sont référencées, Ouais. c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout l'ampleur. Ouais. Et après, il faut les connaître, en fait. Il faut savoir à qui parler. C'est ça Et qui la fait petite nuance, c'est que la plupart des gens vont dire non, mais c'est pas 3%, c'est plutôt 15%. Parce que le modèle que poussent ces plateformes, c'est un modèle ESN. C'est je trouve le profil pour le mettre chez le client au travers, par exemple, d'un Malte ou un truc comme ça. Et là, ils vont prendre entre 12 et 18% grosso modo. Mais si le client final arrive avec le CV qui a été proposé par l'apporteur d'affaires, par exemple, là, c'est 2-3%, voire même 1% pour certains. Et en fait, du coup, toute la marge, elle est disponible pour l'apporteur d'affaires. Parce que ça, c'est toi qui as fait le travail. Exactement. Oui, exactement. C'est le off-market. C'est qu'il y a deux manières de faire. C'est que la plateforme peut être source fait du sourcing, Oui, donc totalement. propose un profil. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que la plateforme qui est chez un grand compte a aussi cette espèce de contrat de référencement qui te permet, toi, si toi, tu proposes le bon profil directement, la plateforme va dire ok, à ce moment-là, moi je prends que 3% parce que tu as fait tout le boulot et en fait elle signe des contrats, elle prend ses 3%. Quoi. Exactement. Ce qu'on appelle un contrat de portage commercial. Quoi. Oui. Et du coup, ça permet de débunker complètement cette idée que les ESN sont référencés, c'est elles qui maîtrisent le marché et c'est impossible de bosser par exemple avec un BNP, alors que pas du tout. En fait, il y a des méthodes qui sont top en tant qu'apporteur d'affaires pour passer outre ces marchés qui existent toujours, mais qui régulent en fait les activités des ESN et nous, on est hors ESN en fait. Dans cette activité, on n'a plus besoin de l'ESN puisque on va sourcer et on est référencé via la plateforme. Donc, on prend la marge que prenaient certaines ESN. Alors, évidemment, comme tu dis, pas toutes, parce qu'il y a encore des ESN qui bossent correctement, qui savent sourcer. Mais est-ce qu'une ESN, fatalement, elle peut mieux sourcer que toi qui est en place? Je ne crois pas, en fait. Tu vois, c'est ça l'opportunité. C'est 100%. Que de toute manière, qui peut faire mieux le boulot que toi alors que tu es sur le terrain tous les jours? C'est valable dans tout. Si tu cherches un chef cuisinier, qui est mieux qualifié qu'un bon cuisinier? 100%. Alors, ce qu'on me dit souvent, c'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réseau. Et du coup, j'ai beau bien pouvoir sélectionner. Si je n'ai pas le réseau pour trouver la bonne personne, en fait, je ne pourrais pas faire de l'apport d'affaires. Et c'est vrai, en fait. Parce que si on prend même... les personnes que j'accompagne, elles ont en général entre 20 et 30 personnes dans leur réseau. Oui. Même si elles avaient 100 personnes, tu as à peu près 12% de gens qui sont disponibles à moins d'un mois pour pouvoir démarrer. Donc, ça fait 12 personnes avec souvent des technologies différentes, des rôles différents, des localisations différentes, des TGM différents, des souhaits différents. Donc, la probabilité de signer, elle est nulle en fait. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire passer ce réseau de 10-20 personnes à 1000 personnes, en tout cas au moins 1000 personnes. Pour moi, c'est vraiment le bon chiffre. Dans ta niche, pour que tu aies toujours en fait, des personnes qui correspondent aux besoins dont tu entends parler sur ton expertise à proposer aux clients. Et ça, c'est un des premiers enjeux qu'il faut réussir à résoudre quand on veut faire de l'apport d'affaires. Il faut avoir un pool, en fait. Ouais, c'est ça. On dit souvent le mot collectif dans le domaine. Mais c'est exactement le principe. Ouais. C'est un pool de profils préqualifiés ou non, en tout cas sur ta niche, que tu peux contacter, qui sont freelance, qui sont potentiellement en recherche. Oui. Après, tu n'as pas besoin de connaître personnellement les 1000. Exactement. Il y a une méthode pour ça. Exactement. Mais oui, il faut que tu aies accès rapidement. Le problème, en fait, des clients, c'est qu'ils prennent du temps pour se décider, pour débloquer une mission, mais quand ils la débloquent, c'était pour hier. Donc, effectivement, si tu commences à chercher des gens en envoyant toi des messages LinkedIn, on n'y arrive pas. C'est pas ça l'apport d'affaires. Alors, tu peux placer un ou deux gars au pif, mais c'est pas du tout ça. Quoi. Nous, on parle vraiment d'une démarche professionnelle avec une vraie méthode et il n'y a pas de hasard, en fait. Finalement, tu suis le truc. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on se rejoint et qu'on est partenaire avec la stratégie. C'est pas oui, je tente ce statut et peut-être que ça fonctionne. Non, c'est exactement ce qu'on fait. Pourquoi, comment? D'accord, c'est important encore cette notion de vraiment professionnaliser l'approche. 100%. Et je me rends compte aussi que cet amateurisme, il peut aussi avoir des impacts directs. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que les ESN ne les considèrent pas trop quand ils disent je peux t'aider pour trouver des profils. Idem pour les clients finaux. Il y a une notion de branding qui n'est jamais utilisée, en tout cas rarement utilisée par les apporteurs d'affaires. Et il faut arriver à brander son collectif. Ça passe par une marque, une légende, une manière de l'exprimer, etc. Et qui fait que tu es totalement crédible auprès de l'ESN ou du client final en fonction de la personne avec qui tu veux bosser et qui te permet d'avancer. De la même manière que finalement,
le statut que tu renvoies ou même peut-être le capital pour avoir un rôle. Lorsque tu te lances en freelance, tu ne mets pas 1 euro de capital, tu mets quand même un capital minimum pour montrer que tu es sérieux, quoi, que tu n'es pas là juste en tant que touriste. Oui, exactement. Toujours cette approche de se dire si je fais de l'apport d'affaires, je le fais bien. Et si je le fais bien, je le fais comme un business. Et si je le fais comme un business, il y a une image, il y a une méthode, il y a mon collectif, il y a des collègues, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je suis capable de qualifier, etc. quoi. Et après, on se rend compte que finalement, c'est logique d'avoir des résultats parce que tu as mis en place tout un système. Ça peut prendre un peu de temps. Ce n'est pas un truc qui se fait en 2 jours. Mais en quelques mois, comme tout projet sérieux, ça se met en place et ça marche ensuite assez bien. 100%. Et on a les mêmes réflexions, d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure. Quel statut prendre en fonction de combien je gagne en tant que freelance. Si on veut aussi se rajouter cette activité d'apport d'affaires, on va gagner quelques dizaines de milliers d'euros, voire même encore davantage, faut l'anticiper lorsque tu choisis ton statut. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je peux commencer en micro, ou etc. C'est les mêmes réponses que celles que tu as apportées. Finalement, tu vas essayer d'anticiper le chiffre d'affaires que tu peux faire et adapter ton statut par rapport à ça. Rien ne t'empêche de commencer petit avec un statut, mais il faut penser à son évolutivité et se faire accompagner là-dessus. Exactement, parce que là où c'est dangereux, c'est que tu peux avoir un très bon statut, une très bonne stratégie de rémunération en faisant tes 150K, mais tu vas débloquer 60 000 euros de plus. Et là, manque de bol, en fait, ça ne marche plus du tout. Parce que tu vas aller dans les impositions les plus hautes. Oui. Tu vois. Donc, et là, il faut. Tu auras vraiment l'impression d'avoir bossé pour l'État. Et pour moi, c'est irritant. Le problème, c'est que nous, en calcul, tu vois, il y a un point pivot. Et au-dessus du point pivot, c'est incroyable, c'est que l'euro que tu gagnes, il y a plus d'argent qui va vers l'État que vers toi. Attends, j'aime beaucoup cette image-là parce que moi, elle m'a débunké au moment où on me l'a expliqué. Est-ce que tu peux juste prendre des exemples pour expliquer ce point pivot qui est beaucoup plus fiscalisé que ton premier euro? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut prendre comme... Par exemple, on prend quelqu'un en URL. Tu vois, c'est le truc le plus simple parce qu'il va tout sortir en revenus. Je sais pas, il démarre sa mission, il fait 100 000 nets. Tu vois. Bon, à 100 000 nets, il paye pas d'IS, il sort tout. Je sais pas, imaginons, il a 2 enfants, sa femme travaille pas à ce moment-là. Tu vois, il se fait une belle année, il payera que 45%, et il a tout récupéré. Donc, il paye que les cotisations sociales. L'année d'après, il monte à 130 000 ou 140 000, ça, tu vois, il a une meilleure mission. Sa femme travaille, ça rajoute, je sais pas, 40 000. Et là, en fait, il va se taper un IR, tu vois, de plus. Donc, en fait, lui, il a fait un effort de 30 à 40% pour augmenter son CA. Ouais. Sa femme travaille et tu vois son IR qui explose, l'impôt sur le revenu. Tu vois, il augmente beaucoup plus vite. Tu sais, c'est une courbe exponentielle. Et tu te dis, attends, moi j'ai fait un effort parce que tu trouves pas une mission beaucoup mieux payée comme ça en fait. Il y a un prix à payer toujours quelque part. Et tu dis, c'est bizarre parce que finalement, je sais pas, en net, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça va être en gros. Moi, j'ai augmenté mon revenu net finalement que de 20 000 et mon impôt, il a augmenté 2 fois plus vite. C'est des trucs comme ça, quoi. Ouais. Tu vois, tu as la courbe. Oui, parce que tu as les paliers qui montent, quoi. C'est progressif. C'est progressif. Oui. C'est pas proportionnel. Et voilà. Et là, on aurait pu le faire mieux. Ça se prévoit, etc. quoi. Donc, on fait jamais une stratégie sur 1 an ou la meilleure année. Tu sais, des fois, il y a des gens, moi, je fais ma stratégie, il est au chômage, il se paye pas. On voit ça beaucoup sur les SASU. Donc, il me dit, moi, ça fait 2 ans, c'est génial. Par contre, il y a un truc qui se passe, c'est que maintenant, il faut que je me paye. Et je découvre que me payer 3 000 euros par mois, rien que 3 000 euros, ça coûte une fortune. Oui, mais pendant 2 ans, qu'est-ce que tu as préparé? Rien, on m'a dit de faire une SASU. Ça suffit pas en fait. C'est ce côté un peu mindset chef d'entreprise dont on peut peut-être parler. Il y a beaucoup de freelances qui sont encore un petit peu mindés salariés. Finalement, je gagne un peu plus, mais je suis toujours un peu dans la rat race, etc. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as pu constater par rapport à ce changement de mindset et les effets que ça peut avoir aussi? Oui, c'est que... Alors, il y a plusieurs aspects. En fait, on a vite fait d'avoir une mission quand on est bon dans un domaine et on n'a pas ce temps de préparation. Et là-dessus, on jette la pierre à personne, on est tous passés par là. Le problème, après, c'est de se dire, mais attends, je regarde mon bilan, 150, 180, tu vois, il faut que je me mette à ce niveau-là, en fait. Parce que quand tu calcules comment tu peux faire travailler cet argent-là et quels sont tes enjeux, est-ce que ça coûte faire une erreur? Je te dis, l'optimisation fiscale qu'on arrive à faire, c'est 20-30 000 euros par an. Dans 3 ans, on parle de 100 000 euros. Donc, à un moment, les gens sont un peu dépassés, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à gérer autant d'argent. Tu vois, c'était un gars, je sais pas, il était dans l'IT, tu vois, il est chef de projet, il fait 3 500 euros par mois. À un moment, il a une opportunité.
Tu dis, tiens, bah oui, mais nous, on veut bien te payer 600 € au jour. Tu dis, ah bah tiens, ça a l'air pas mal comme opportunité, j'y vais, quoi, tu vois. Commence à bosser. Mais les gens dans l'IT, enfin, tous les gens un peu techniques, c'est, bah, tu vois, on met le casque sur les oreilles, on bosse, on est à fond dans le projet, on gère nos réunions, on fait nos trucs. Et des années passent, et en fait, tu n'as pas compris que tu es entrepreneur. Donc, sur le cabis, il y a marqué chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière, tu as des partenaires maintenant à avoir. Tu vois, tu as un comptable, tu as un banquier. Le banquier a changé. On parlera à la fin aussi des capacités d'investissement et d'emprunt quand tu es un pro, parce que ça n'a plus rien à voir. Et beaucoup de gens, encore une fois, ont du mal à passer de l'autre côté. Tu dois avoir en fait un écosystème autour de toi. Et si tu n'es pas câblé comme ça, déjà, niveau mindset, niveau état d'esprit, bah, tu vas passer à côté. Tu vas me dire, bah, moi, je ne fais pas de frais. Mais tu ne sais même pas quel frais que tu pourrais faire. Tu ne sais même pas que ne pas faire de frais, ce n'est pas possible. Une entreprise fonctionne forcément. Tu vois, tu n'as pas tout ça. Pour toi, c'est normal. Et au bout d'un moment, 3, 4, 5 ans, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit, moi, je fais comme ça, voilà mes résultats. Tu vas te prendre une baffe. Ouais, tu fais ton calcul, tu tombes par terre. Parce qu'on parle en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros à la poubelle. Oui, c'est clair. Tu vois, et je te parle même pas de si jamais cet argent, tu le mets au boulot. C'est ça. Tu vois, et là, tu finis, tu as envie de te pendre. Parce donc que même dommage. si tu mettais 1 000 € sur un contrat capitalisé pendant toute ta carrière, mettons 20 ans de freelancing, ça représente des millions d'euros que tu peux gagner, et une partie qui serait déductible aussi. Donc oui. Super intéressant. C'est vrai que ce mindset, on essaie un peu de l'incarner dans l'accompagnement qu'on propose et dans les différents services qu'on propose, avec un changement de nom. On dit souvent on passe de freelance à hyper freelance ou de freelance à master freelance, avec la nuance c'est que l'hyper freelancing c'est souvent je prends 2 missions en même temps, etc. Master freelancing c'est vraiment tout ce qui est à l'apport d'affaires. Et peut-être même nommer simplement ça à débunker un certain nombre de personnes, de dire voilà, je change de statut de salarié freelance à un statut d'entrepreneur et j'optimise. Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes, tu t'es rendu compte que face aux opportunités, par exemple si on parle des sujets d'investissement, ils ont un waouh de se dire, et tu peux donner des exemples de personnes qui ont eu ce waouh et qui ont explosé complètement leur rémunération grâce à simplement cette prise de conscience? Ah oui, parce que là, souvent, le premier claque, c'est tu prends simplement une calculette financière basique, d'accord, et tu mets les chiffres que toi, tu peux faire. Et là, premier truc super important, le voisin, les autres, internes, on s'en fout, d'accord. Si toi, tu fais 150 et que tu vis avec 50 000 et que tu donnes 25 ou 30% à l'État, il te reste grosso modo, je ne sais pas, 100 000. D'accord ? Si tu vis avec 40 000, il te reste 60 000. Okay ? Première info, tu peux avoir un compte titre, par exemple, si tu veux investir directement au nom de ton entreprise. Donc, un compte titre, c'est un compte qui te permet d'investir. Compte titre personne morale. Ouais. Donc, un compte titre, ça permet d'acheter des actions, des parts d'entreprise, FCPI, enfin voilà, un certain nombre de produits financiers. Que ça soit de la bourse, que ça soit des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions, etc., des matières premières. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Okay, donc, première nouvelle ce qu'on découvre aujourd'hui, et que ça fait 30 ans que c'est connu aux États-Unis, c'est que tu peux aussi investir directement en entreprise. Des fois, on se dit, mais les gens sortent de l'argent qu'ils n'ont pas besoin, ils payent 40 ou 50% d'impôts, tout confondu dessus, pour ensuite investir. Et te dire, mais tu fais l'investissement du siècle, tu as déjà perdu, tu as perdu 50% à la base. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est déjà 100 000 € de trésor dans la boîte, tu le sors, tu as 30% de flat tax, donc tu as déjà plus de 60 000 €. Tu as payé l'ES avant, exactement. Donc tu as plutôt que la moitié du coup. Et ce 50 000 €, du coup, tu le réinvestis à 6%. En fait, tu viens de perdre 2 fois la valeur que tu aurais pu gagner. Exactement. Si okay. Exactement. Donc, bon, dans certains cas de figure, tu as quand même l'IS avant. Mais alors, il y a plein de raisons pour lesquelles. Alors, la première raison, c'est ça, c'est que tu perds au moins 30 à 40% supplémentaires, parce que beaucoup de gens aussi se prennent du salaire qu'ils n'ont pas besoin. Cerise sur le gâteau. Donc là, on est vraiment 40-50% tout cumulé. Et ensuite, cet argent, cette part d'argent, tu n'en as pas besoin. Et donc, tu vas vouloir l'investir. Alors déjà, le pire, c'est que celui qui l'investit, il fait partie du top. Parce que le pire du pire, c'est de prendre cet argent, de le laisser, et ensuite, il se fait ratatiner à 4% par l'inflation. Et dans 10 ans, on a perdu 30 000 et dans 20 ans, on a perdu 60 000. Tu vois, donc déjà, ceux qui investissent, j'ai envie de te dire, ce n'est pas les pires. Mais si tu comprends que tu peux investir en direct via ta boîte, tu as l'effet de levier immédiat. D'accord ? Alors, tu auras le problème plus tard de sortie. C'est pour ça aussi, je vous dis attention, on prépare aussi la stratégie de sortie. Moi, j'ai des gens qui sont millionnaires sur un tableau Excel, mais ils ne peuvent pas le sortir. Donc, être le plus riche du cimetière, ça a ses limites aussi. Ce n'est pas très rigolo. Mais si tu veux, ça se prépare super bien. Et si tu investis directement via ta boîte, tu peux faire quelque chose d'exponentiel. Maintenant,
ça se démocratise, les gens comprennent l'investissement, etc. Mais on est loin. Si tu voyages un peu, moi je vais souvent dans des pays anglo-saxons, waouh, dans les pays anglo-saxons, un jeune de 20 ans, il a un compte titre en fait, tu vois. Il investit, il diversifie, il est dedans, quoi. Et ça nous manque aujourd'hui. On va faire un truc en lien du podcast. On va mettre le lien de Finari. Là, ils ont fait un simulateur hyper intéressant d'intérêt capitalisé. Oui. Et tu te rends compte qu'avec 500, 600 euros, tu peux être millionnaire en quelques années, etc. Grâce aux intérêts capitalisés, enfin, en quelques années, en 20 ans. Mais ça te donnera peut-être une idée de ce qu'on peut générer avec juste un excédent de trésorerie qu'on aurait tous les mois, qu'on investit réellement au niveau de sa société. Exactement. Il faut vraiment faire l'exercice. Alors, ce qui est intéressant, généralement, c'est de prendre des chiffres quand même un peu plus élevés parce qu'on est freelance et on a du cash. Ouais. Et c'est là où, tu vois, vraiment, tu crées du levier, en fait. Perso, moi, ça m'a toujours... j'ai du mal à me projeter sur 20 ans. Tu vois et là, par contre, la plupart de mes clients, tu vois, ils sont capables de mettre 3, 4, 5 000 par mois. OK, en ayant de quoi vivre correctement et en ayant encore un peu d'argent de côté. Donc vraiment, tu vois, sans prendre zéro risque, enfin, prendre zéro risque, on va dire, personnel. Voilà. Après, il y a un petit risque d'investissement. Mais là, ce qui est incroyable, aujourd'hui, je ne vais pas les nommer, mais je peux juste dire, tu as des actions de grandes entreprises françaises, il y en a aussi européennes ou américaines, mais spécifiquement françaises, qui sont leaders sur leur marché, d'accord, qui sont au top, et vraiment, ils ont des quasi-monopoles, qui donnent 5-6% de dividendes par an. Donc aujourd'hui, si tu es extrêmement conservateur, tu peux mettre 6 ou 7% dans le simulateur. D'accord, ça ne va pas demander, parce que l'inflation, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que l'inflation, elle est du côté de l'investisseur. C'est-à-dire que le jeu de l'inflation, quand tu investis, ça fait ton beurre, en fait. Parce que forcément, les prix augmentent. D'accord, donc, c'est super intéressant de se dire, mais attends, j'achète des très grandes entreprises qui ne sont pas innovantes. Tu ne vas pas faire x3. Mais en ayant ton dividende, c'est-à-dire tous les ans, le dividende, je rappelle, c'est que tu as une part d'entreprise, on te donne un pourcentage du bénéfice. Il y a beaucoup de grandes boîtes françaises où le pourcentage, c'est 4, 5, 6% garanti, en fait. Tu vois, et c'est très, très rare que ces entreprises, même quand l'économie diminue, elles ne payent pas les dividendes parce qu'elles ont un quasi-monopole, elles ont un business qui est prévisible, etc. Pour ça que, tu vois, autant moi, j'adore l'innovation. Je suis dans l'environnement startup via un client, moi-même j'ai des projets, etc. Je trouve ça pertinent. Autant c'est rigolo, c'est que dans mes investissements perso, je suis plutôt conservateur et j'aime bien les groupes un peu industriels, pas trop sexy, mais qui me donnent une lisibilité 5, 6, 7% par an, assez tranquillou, tu vois, parce que je sais que ils sont dans une situation où ils n'ont pas beaucoup de concurrents et pour les challenger, c'est trop compliqué, quoi. Et même si on n'est pas très amateur de picking, donc de prendre une action ou l'autre, grosso modo, quand on se base sur des S&P ou des choses comme ça, on des se rend compte ETF, que, grands indices, ouais. Voilà, de toute façon, ça fait 7 à 10% si on regarde les fins dernières années. Donc, le S&P, depuis 50 ans, il fait en moyenne 10%. C'est ça, après, 10%. Attention, là encore, ce n'est pas des conseils d'investissement parce qu'il y a des fluctuations. Le problème de la bourse, c'est qu'une année, tu peux faire 20, une année, tu peux faire moins 10, une année, tu fais 5. Voilà. Et là encore, attention, il faut avoir une stratégie d'investissement. Parce que sinon, aujourd'hui, on est dans un monde géopolitiquement un peu instable. Trump, s'il tousse, il appuie sur le mauvais bouton, on peut se taper un moins 20, un moins 30% sur le marché. Il faut savoir quoi faire à ce moment-là. Tu vois, c'est un peu ça la limite, mais sur le temps, ça se tisse hyper bien. Ça se diversifie très, très bien. Aujourd'hui, c'est incroyable. Tu es sur ton canapé en France, tu peux investir aux US, Amérique du Nord, Asie, pays émergents. Tu vois, tu peux vraiment te faire un portefeuille hyper intéressant. Et peut-être, je me permets la transition. Sur le côté pourquoi on investit aujourd'hui, il faut comprendre, là, c'est pas pour rouler en Ferrari, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a un niveau d'inflation et on est aussi sur un point de rupture sociétale, j'en ai parlé tout à l'heure. Malheureusement, si tu as moins de 40, enfin, si tu as la quarantaine aujourd'hui et moins, il faut que tu te projettes sur au moins 30 ans. D'accord, 30, 40 ans même, avec l'espérance de vie. Là, aujourd'hui, il faut être assez naïf pour croire que dans 30, 40 ans, l'État va te garantir un niveau correct d'éducation, de santé et de retraite. Malheureusement, voilà. On va pas aller trop loin dans le sujet. Je pense que la plupart, en tout cas, tous mes clients, on a tous compris, pyramide des âges, machin. Enfin, à un moment, ça va plus. Et même en gueulant, en bloquant des ronds-points, 1 + 1 = 2 et pas 10, ça va pas fonctionner. Donc, en tant qu'indépendant, on est très mal protégé. Ok.
Et l'inflation va faire que même si tu as ta retraite à 2000 balles, dans 30 ans, 2000 balles, à mon avis, tu vis à peine avec. Quoi. D'accord ? Donc, tu as intérêt à être propriétaire, tu as intérêt à avoir un portefeuille, tu as intérêt à avoir des choses de côté. Je te parle même pas que si tu as la malchance de ne pas être en très bonne santé, tout ce qui est EHPAD, machin, c'est des prix démentiels. Hein. Et je veux vraiment en parler aujourd'hui parce que notre génération, on a la chance d'avoir les 15, 20, 30 ans devant nous. Tu vois ? Et c'est là où c'est magique et il faut prendre le simulateur parce que sur 20 ans, c'est des sommes. Moi, des fois, je sors des trucs sur 10, 15 ans, on a 1,5 million. La personne, elle tombe par terre. Ouais, je lui dis, attends, j'ai mis tes chiffres. Hein. Je t'ai pas mis. On parle même pas de l'apport d'affaires, on parle même pas avec les chiffres tout ce que maintenant. Tu peux faire en plus, Donc imagine ce que tu peux faire en plus et imagine. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de devenir millionnaire. Hein. C'est parce que malheureusement, dans 20 ans, à mon avis, 1 million, c'était pas. T'as pas un train de vie millionnaire. Quoi. Ouais, tu vois, ça te permet d'être sécure. Mais c'est pas la folie, quoi. Donc, tu vois, on est vraiment sur un schéma défensif, un peu père de famille. Tu vois, c'est-à-dire que demain. En fait, investisseur, c'est pas pour se payer la farine, c'est juste une logique défensive par rapport à ce qui nous attend dans 15-20 ans. On pourra pas compter sur la retraite, ça, je pense que personne n'est naïf là-dessus. Et donc, il faut anticiper dès maintenant, investir dès maintenant pour te créer en fait ce matelas confortable qui va te permettre de pouvoir vivre et d'être en fait serein dans 15-20 ans. Oui. Après, ce qui est bien, si on reprend encore l'exemple des freelances, c'est que tu n'as même pas besoin d'attendre 15 ans. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment faire la. Moi, je fais des plans à 5-10 ans. Alors, je ne parle pas de retraite, hein, mais vraiment, tu as un premier niveau. Pour moi, 400-500 000 euros, tu vois, c'est le premier niveau où tu commences quand même à être assez confort. Après, il faut avoir une stratégie un peu plus longue. On ne parle pas que du financier. Là, j'ai parlé du financier, mais il y a aussi des belles choses à faire dans l'immobilier. D'accord, on essaie souvent de diversifier hein, parce que le triptyque de tous les gens qui ont de l'argent dans le monde, hein, c'est IMO, bourse, produits financiers, business. D'accord, quand tu as les trois, généralement sur le long terme, tu peux pas trop te planter. Quoi. Tu vois, il y a toujours un truc qui monte bien. Et à un moment, ce qui est bien avec l'investissement, c'est que le business, à un moment, on est fatigué. Tu vois, le business, c'est aléatoire. Tu as des bonnes, tu as des mauvaises années. Et l'investissement, ça a cette capacité en fait, à monter de manière exponentielle. C'est pour ça que si tu as l'occasion maintenant, tu sais, un peu le proverbe chinois. Les gens vont dire, ouais, mais j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Ouais, ok. Meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans. On aurait des fruits maintenant. Tu vois, deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, en fait. C'est clair. Il faut y aller. Tu as quand même, tu vois, tu as 40, 45 ans, même 50 ans, tu as quand même 20 ans devant toi. Avant d'être, on va dire, trop vieux, plus d'énergie. Même si tu as des gens qui créent des boîtes à 70 ans, mais bon, voilà, tu vois un peu le truc. Donc, l'idée vraiment, c'est de changer complètement de vision sur l'investissement. J'ai même envie de te dire, c'est une obligation. Enfin, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait sinon ? Comment je fais pour l'inflation ? Comment je fais pour la retraite ? Comment je fais pour la santé ? C'est fou parce que c'est pour ça qu'on a les mêmes clients. Parce qu'en fait, cette approche défensive, elle est valable pour optimiser sa situation personnelle et investir. Mais quand tu es freelance et que tu fais de l'apport d'affaires sur ta niche, bah en fait, le jour où tu n'es plus en mission et que tu cherches une mission, bah, tu as déjà un deal flow de 8-9 besoins qui tombent toutes les semaines dans ta boîte mail qui correspondent à ta niche. Donc, tu as juste à te baisser pour prendre la mission et tu n'as plus cette peur de te retrouver sans mission, etc. Tu vois le marché, tu connais les TGM moyens parce que tu as l'habitude de voir les TGM des copains, etc. C'est aussi une approche très sécuritaire en fait, de se lancer là-dedans, exactement comme dans l'investissement. Et je pense que... Et le côté récurrent aussi. Hein. Bah, le recurring, ça change tout. Ouais. C'est incroyable. Parce que justement, le problème du TGM, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'on peut faire juste une aparté de 2 secondes là-dessus. Le problème du TGM, c'est que tu n'y vas pas demain, tu as zéro en fait. Tu vois, donc ton temps, en fait, ton argent, c'est que ton temps. C'est ça. Et là, nous, ce qu'on essaie de faire via l'investissement et via l'apport d'affaires, c'est de se dire, mais attends, demain, si je ne suis pas en mission et j'ai des gens qui sont placés, je continue à toucher en fait. Donc effectivement, c'est défensif, c'est du plus, c'est une capacité de générer des flux décorrélés de mon activité. 100%. Et d'ailleurs, quand on parle de flux et de décorrélation de l'activité, j'aime bien aussi avoir la même image quand on négocie les commissions dans l'apport d'affaires. Je me rends compte que beaucoup de personnes se basent un peu sur ce qu'ils disent sur Internet et ils vont aller négocier des pourcentages du TGM du freelance, un peu comme le ferait une ESN. Sauf qu'en fait, ça casse les pieds à tout le monde de parler de pourcentage parce que visuellement, on voit beaucoup plus que l'on perd quand on dit qu'on enlève 15%, etc. Moi, je recommande pour ceux qui veulent se lancer dans l'apport d'affaires de toujours parler de montant. C'est-à-dire, pour quel que soit le client, ils prennent 100 euros. Et finalement, ne pas négocier, c'est la meilleure négociation. C'est-à-dire que si la personne cherche à négocier, tu dis tu négocies pas ça en général, tu bosses à 100 euros. C'est beaucoup plus simple. Et fonctionner ainsi, c'est vraiment l'assurance de faire des deals de bonne qualité, de ne pas avoir de problèmes de freelance qui viennent te challenger. Et puis même
comme tu travailles au-dessus le freelance, souvent il s'en fout. Quand tu négocies avec lui, bah, t'aimerais gagner combien? Je sais pas, 700 euros. Ok, très bien. Donc moi, si je prends 800 ou 820, tu t'en fous. Il s'en fout complètement. Il a eu ses 700 euros. C'est beaucoup plus simple. C'est ce que font les ESN en fait. C'est ce que font les ESN. Et les ESN ont aussi cette approche par pourcentage parfois quand elles veulent bosser avec toi. Oui. Et moi, je recommande toujours de ne pas le faire en pourcentage. Ouais. De parler Plutôt en montant euros, nominal. En Exactement. montant, ouais. Ouais, nominal. Oui, c'est une bonne. C'est plus simple. C'est plus simple et tu as raison aussi en termes de tarification. Je trouve ça fair de proposer un tarif unique à tout le monde, que ça soit clair. Comme ça derrière, parce que oui, après, dans ce milieu, après, il faut faire attention aussi, le réseau, quand on y va, il faut être carré. Le problème du réseau, c'est que ça met du temps à se construire, mais si tu commences à faire une ou deux erreurs, tu perds la confiance. Et dans nos métiers, la confiance, c'est tout. C'est clair. Voilà. Donc, pareil, quand on se lance, quand on dit qu'on connaît un client, on le connaît. Quand on dit qu'on ne connaît pas trop, mais quand il y a une opportunité, enfin, la transparence, hyper important. Au début, quand on est junior, il ne faut pas se pencher trop par la fenêtre, il faut l'accepter. La plupart des freelances aujourd'hui, c'est des gens assez intelligents qui connaissent le secteur, donc ils peuvent tout à fait entendre quelqu'un qui dit « ça, je connais très bien, ça, je ne connais pas trop, fais attention, mais je sais qu'il y a une opportunité ». Tu vois, pas faire comme certains commerciaux, te dire « t'inquiète, c'est mon pote », et 6 mois après… Toi, tu es toujours à attendre. Ça, on n'en peut plus. Et la deuxième chose, c'est faites attention aux tarifs. Je pense qu'on est tous pareils. Si demain, je découvre que lui, tu lui prends 100, tu lui prends 100 et moi, tu m'as pris 200, je suis comme tout le monde, je ne suis pas content. Exactement. Et les gens parlent. C'est vrai que c'est super intéressant de, dès le début, te dire, moi, je travaille à 100 balles. Pour tout le monde, pareil. Je sais que je place 4-5 mecs. J'ai mes 500 jours en continu durant la durée du contrat. Après, il y a dans ta méthode, évidemment, pas si on rentre dans tous les détails, mais il faut se blinder aussi au niveau contractuel. Yes. Parce que c'est… peut-être des tips qu'on peut partager là-dessus. Moi, il y en a deux assez évidents. Il y a souvent deux craintes. C'est soit que le SN te court-circuite, soit le freelance te court-circuite, passe en direct. Il y a peut-être deux choses simples à mettre en place. C'est deux modèles contractuels. Pour le freelance, c'est simplement un contrat d'exclusivité qui est lié en fait au client sur lequel tu le places, quels que soient les intermédiaires. Par exemple, tu dis, pour Société Générale et pour BNP, c'est moi qui te place et le contrat dit ça. Et si jamais tu ne respectes pas, il y a une clause de pénalité, en général un montant fixe de 10 000 – 15 000 euros. Et pour les ESN ou les clients finaux, pour éviter qu'ils te court-circuitent, c'est un contrat encore plus simple qui dit simplement qu'il y a ce qu'on appelle un droit de suite. Et donc, le freelance, tu le partages. Pour toutes les opportunités suivantes liées à ce contexte-ci, c'est moi que tu dois rémunérer. Et c'est finalement une clause qui est très acceptée parce qu'elle est déjà présente dans plein d'autres industries. Quand tu bosses par exemple en M&A, en fusion-acquisition, et que tu recommandes une boîte qui pourrait te racheter, il y a un droit de suite. Quand tu bosses dans le recrutement, il y a un droit de suite. Donc en fait, c'est assez naturel pour les grands acteurs, etc. Et c'est peut-être deux clauses assez simples que tu peux mettre soit dans ta signature, soit explicitement dans l'email, qui permettent de garantir d'être payé pour toutes les opérations de recommandation que tu feras en apporteur d'affaires. Oui, c'est important. Encore une fois, c'est un business et il faut le savoir avant. Et quand tout est clair et quand tu sais que ce que tu actives, il y a quelques mauvais payeurs, mais c'est extrêmement rare parce qu'encore de l'autre côté, c'est un petit monde et c'est très très rare qu'un freelance prenne le risque de se braquer ou d'avoir une mauvaise réputation alors que il n'avait pas de mission, il avait besoin de toi. Ouais, c'est plus ça. Et c'est une question de branding aussi. Je rejoins le branding, c'est que si tu te poses comme un opportuniste, oui, peut-être qu'on voudra te la faire à l'envers. 100%. Mais si tu as un vrai branding, un vrai collectif et tu dis, mais moi demain, tu sors de mission, tu reviens, welcome, je t'ai déjà fait bosser. Yes. Tu vois. Donc, qui a envie de se braquer avec quelqu'un qui emmène des opportunités? Le côté opportuniste, tu vois, un peu cavalier, etc., ça, les gens détestent. Oui. Et ça marche normal. Pas. Il faut vraiment se structurer. C'est ça. Comme tu as dit, mais c'est la différence entre quelqu'un qui le fait par opportunisme et quelqu'un qui a une vraie stratégie. Toujours pareil. Ouais, 100%. 100%. On a parlé un petit peu de l'inflation sur le cash qui dort, etc. Tu as donné des chiffres tout à l'heure qui m'ont fait un peu bugger, mais je refaisais les calculs pendant que tu parlais. Tu disais qu'à 4% d'inflation tous les ans, ce qui est quand même assez raisonnable, 100 000 euros de cash, ça fait, tu m'as dit 64 000, 60 000 Alors, sur 10 ans, on perd 35 000. Wow. Et sur 20 ans, il nous reste 45 000. On paye 55 000 à peu près. Oh la vache. Bon, c'est des simulations qu'on fait, tu vois, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, c'est assez violent. Et, alors, grosso modo, on va donner si tu laisses 100 000
à l'inflation actuelle, alors réel, hein, regardez pas les chiffres de Pas l'INSEE, l'INSEE, ouais. c'est réel, hein, nous on fait les courses, on voit les… franchement, si les 20 prochaines années, elles restent à 4%, je pense que c'est pas le pire scénario déjà. D'ailleurs, je rebondis sur l'INSEE juste 2 secondes parce Oui, que vas-y. j'ai découvert une dinguerie. Moi, je pensais que ce qui était pris dans le panier de l'INSEE, là, le fameux panier qui prend des Panier de produits, qui regarde la consommation, là, valeur, ouais. je sais pas quoi, ils changent. Ils adaptent en fait leur panier pour le montant qu'ils veulent faire passer Oui, sur c'est l'inflation. C'est un truc de dingue. Ouais, on peut pas faire confiance malheureusement aux statistiques officielles. Donc on peut partir sur une moyenne, voilà, 4%, tu vois, c'est un truc assez réaliste, c'est pas le pire scénario. Ouais. Voilà. Et le problème de ça, pratiquement tu perds la moitié en fait sur 20 ans. D'accord, tu perds à peu près 35%, 30 à 35% sur 10 ans et tu perds la moitié sur 20 ans. Donc t'imagines, tu avais 100 000, tu n'as plus que 50 000. C'est un truc Donc de dingue. c'est là où je dis, tu vois, l'investissement, s'il y a une alternative, il faut me la donner. Mais ça en devient vital, en fait. Ouais. Parce que sinon, tu as 1 million, peut-être tu laisses ça pendant 30 ans, tu reviens, ça vaut 400 000. Ouais. C'est embêtant. C'est débile, d'autant plus que tu as bossé comme un dingue pour créer cette valeur-là. C'est ça. C'est ça. On gagne bien notre vie dans l'IT, mais on ne fait pas des millions par an non plus. Donc, pour arriver à ces chiffres-là, tu as galéré pratiquement toute ta vie. Si c'est pour te le faire bouffer en deux, ça ne va pas, quoi. Tout à l'heure, tu disais que le statut de freelance, c'est quand même un des modèles les moins bien protégés par rapport au modèle peut-être salarié. Je pense que c'est ça que tu avais en tête pour comparer. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses et peut-être qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour se protéger un peu plus au-delà de gagner plus avec l'apport d'affaires ou l'investissement? Oui, alors on va dire autre chose parce qu'on l'a déjà dit, mais je le répète, hein, il n'y a rien de mieux que d'avoir le maximum d'argent. Malheureusement, on vit dans un monde où tout ce qui est valable est payant. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut se dire. Il faut commencer par des choses simples. Il te faut absolument une bonne mutuelle, si possible une prévoyance. Bon, ça c'est la base. Hein. Je pense que presque tout le monde le fait. J'ai l'impression que la prévoyance, par exemple, c'est vraiment quelque chose dans lequel on ne voit pas tellement pourquoi est-ce que c'est intéressant. Tu sais Alors, c'est un peu compliqué. Alors, ouais, la prévoyance, il y a à boire et à manger. Tu vois, le problème, c'est comment c'est calculé. Souvent, ce qui est dérangeant pour nous, c'est que c'est calculé sur le salaire que tu te verses. Ouais. Mais bon, tu vois, il n'y a pas beaucoup de freelance qui se versent, enfin pas beaucoup d'entrepreneurs qui se versent un gros salaire. Du coup, ouais, ça dépend. Il te faut une bonne prévoyance, il te faut un bon niveau de calcul. Il faut aller voir un bon courtier et voilà. Mais la prévoyance, en gros, ça sert si tu te casses une jambe et tu n'y vas pas pendant 3 mois, t'as pas rien, quoi. Tu vois. Après, c'est assez limite parce que c'est calculé quand même. C'est pas calculé sur ton TGM. Tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, tu vas pas faire 15 000 euros par mois en restant à la maison, oublié. Mais l'idée, c'est vraiment de se sécuriser, de ne pas avoir rien, quoi. Voilà, tu as un minimum pour vivre, quoi. Okay. C'est un peu ça l'idée. La mutuelle est aujourd'hui indispensable. Si tu comptes que sur la Sécu, bon courage. Et fondamentalement, le gros problème, c'est que le système protège encore, même si ça a baissé, assez bien le salarié, parce que le salarié, il a des droits à la formation, il a des droits au chômage, c'est pas facile de le virer, etc. etc. D'accord ? Donc le salarié dans le système, il paye beaucoup, attention, proportionnellement dans les pays de l'OCDE, pays développés, très développés, les salaires français sont quand même plutôt dans le bas de l'échelle, mais il y a une très bonne protection sociale qui tend aussi à baisser, faut être honnête, mais ça va quand même, comparé à beaucoup de pays. On est quand même un des pays au monde où tu es le mieux protégé en tant que salarié. Le gros problème qu'on a, c'est que quand tu vas dans l'entrepreneuriat, c'est plus du tout le cas en fait. Ouais. Et qu'une fois que tu as bénéficié de ton chômage pour te lancer, si jamais tu l'as utilisé, c'est le seul joker qu'on avait. Tu n'as pas vraiment le droit à la formation. Si tu te verses un salaire, oui. Mais bon, on va te dire, c'est plus du tout les mêmes besoins. Si on te donne 2 000 euros, tu ne fais pas grand-chose quand tu es entrepreneur avec un droit à la formation. Et de toute façon, ce n'est pas grave parce que tu peux le mettre en frais. Mais derrière, tu n'as pas le droit au chômage. Tu payes énormément de cotisations sociales, mais ça te protège très très mal. En fait, le gros problème, moi je dis toujours, c'est un peu provoquant, mais c'est la réalité, c'est que moi j'ai des clients, ils payent 80 000 euros de cotisations par an. Vraiment, tu vois, un gars qui 80 000 euros de cotisations, oui. Putain, dit comme ça, c'est incroyable. Et ce que je lui dis, le problème que j'ai, c'est que si tu vas… Attention, c'est une phrase choc, mais c'est une réalité malheureusement. C'est si tu vas à l'hôpital… Le gars qui est au RSA, il a les mêmes droits que toi. Ouais, ça. Tu vois. Donc voilà. Après, attention, on ne revient pas sur le système. Je ne suis pas contre un système égalitaire. D'accord, ce n'est pas le souci. Mais c'est juste qu'à un moment, tu ne peux pas m'expliquer que c'est juste pour le freelance ou pour l'entrepreneur. Ouais. D'accord, ce n'est pas possible parce qu'on ne fait pas l'argent en dormant. C'est qu'on prend des risques. Généralement, on est la source principale de notre famille de revenus. Et demain, justement, dans le freelancing spécifiquement,
faire 4, 5, 6 mois sans contrat, c'est une réalité. Tu vois ? Moi, je suis moins optimiste que toi, même sur le modèle, tu vois, social. Moi, j'en ai fait les frais l'année dernière, surtout, j'ai eu un accident, etc. Hôpital, c'était catastrophique. J'ai dû changer d'hôpital parce qu'ils se sont foirés sur plein de diagnostics, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas assez de lits. Enfin, c'est complètement merdique. Et du coup, je suis passé sur des modèles privés avec... là, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont fantastiques en termes d'analyse, en termes de rapidité pour avoir des rendez-vous, mais tu dois tout claquer de ta poche, quoi. C'est 1000 euros jour, un truc comme ça. C'est un délire. Quand tu veux faire un scan, etc., c'est un truc de dingue. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'analyses qui viennent... par exemple, tous les 6 mois, quand tu es patron d'entreprise, tu peux avoir un suivi biologique pour voir un petit peu comment ça évolue, pour être encore plus performant. Tu vois. Bon, tu peut-être pas là-dedans et tout. Si, je connais. Mais moi, je trouve ça assez intéressant quand tu gagnes un peu d'argent d'investir un peu sur ta santé. Ah oui. Mais ce n'est pas des choses qui sont prises en charge. Et il y a de moins en moins de choses qui étaient prises en charge il y a 10 ans, qui sont moins prises en charge, etc. Ah oui. Et ça va aller dans cette direction-là. Là, comme tu dis, je veux bien être moi, je suis quelqu'un plutôt optimiste, mais là, franchement, retraite santé, on ne va pas parler du reste de la société, mais retraite santé, c'est suicidaire. Là, en fait, il faut et de l'argent et prévoir le truc. La mutuelle, en fait, je dis ça, mais c'est un minimum, parce que la mutuelle, souvent, ils sont malins. Dans les contrats, justement, quand tu vas dans le privé, sur 1000 euros, ils te remboursent 150 euros la nuit, quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de miracle, quoi, ici. Il faut vraiment faire beaucoup plus d'argent pour conserver un niveau qu'on avait il y a 15 ans, en fait. Tu vois, on en est là aujourd'hui. Ouais. Donc, quand on vous parle d'optimiser, c'est pour se protéger. Quand on vous parle de faire plus via l'apport d'affaires, c'est pour se protéger. Et quand on parle d'investissement, c'est pour se protéger. Yes. Parce qu'imagine, tu fais 10 jours d'hôpital à 1000 euros, ça fait 10 000 euros. On va te rembourser 1500 euros. Donc les 9000 balles, voilà. Tu ne parles même pas des dents. C'est une folie. Hein. Tu as des gens, ils prennent des crédits à 15 000 euros pour des problèmes de dents. Donc, voilà, la liste est longue. Et malheureusement, ce qu'on anticipe, alors pas nous, hein, dans les études, les gens sérieux qui font des études en fait, sur l'évolution des frais de santé en France, on anticipe toujours moins de prestations publiques, toujours plus une augmentation des prix, et toi qui dois toujours payer plus. Donc après, est-ce que fatalement c'est un problème ? Moi, je dis non, mais je ne peux pas. En fait, tu veux, je ne peux pas avoir le communisme et le capitalisme dans la même chose et en ayant les inconvénients des deux. Ouais, il faut choisir, les gars. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers une société américanisée, capitaliste à fond. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Inverse, moi. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus communiste en France. En fait, l'entrepreneur, j'espère, pour l'instant, en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que l'entrepreneur, tu as le choix. Tu peux jouer l'américain si tu veux. C'est ce que je défends, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très attaché à la liberté. Ce que j'adore dans l'entrepreneur, c'est que je ne suis pas obligé d'aller me faire éclater en cotisation sociale. D'accord ? Alors que quand tu es salarié, on ne te pose pas ta question. On te prend tout, on te prend ta retraite. Tu vois ? Là, toi, tu peux décider de dire, les gars, ça ne m'intéresse pas. Okay, mais ce qui veut dire qu'il faut que tu sois bon ailleurs. Hein. Comme on a dit, il faut que tu mettes de l'argent de côté, il faut que tu saches investir, etc. Mais j'espère que ça va rester, qu'il n'y ait pas qu'un jour, on va dupliquer le modèle salarial sur l'entrepreneur. Je ne pense pas, parce qu'en vrai, derrière, comme je t'ai dit, l'État sait très bien que si tu bloques les entrepreneurs, il n'y aura plus jamais de quoi. Déjà qu'on a du mal à faire de la croissance, mais là, on finit à moins 10 tous les ans. Donc, je ne pense pas. Je pense aussi qu'il y a une forte démagogie dans ces sujets-là, c'est-à-dire il y a ce qu'on veut bien dire et il y a la réalité derrière. Et je rappelle une dernière chose pour devenir un peu plus positif. Le seul impôt qui a baissé en France depuis 30 ans, c'est l'impôt société. Donc, il y a quand même des lobbies assez intéressants comme le MEDEF qui font un gros travail, qui ont le bras long. Donc, en fait, les politiques, pour changer les lois fiscales des entreprises, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. D'accord ? C'est pas un truc que tu changes du jour au lendemain. Il y a un contre-pouvoir quand même. Il y a un contre-pouvoir. Et derrière, je le dis, on le dit pas assez, c'est les entrepreneurs français qui créent la croissance en France. On n'a aucun intérêt à aller leur confisquer leur capital, parce qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui flambe. On n'est pas sur Instagram, d'accord ? On n'est pas à Dubaï ou Miami. Tous mes clients, c'est des pères de famille, c'est des gens, quand ils ont de l'argent, ils investissent, ils font tourner l'économie. C'est important de le dire aussi, je trouve qu'on le dit pas assez. Tu vois ? Quand nous, on a de l'argent, on va pas à la plage pendant 6 mois. Quand on a de l'argent, ça nous permet de sereinement construire d'autres projets. C'est ça la vision, tu vois, d'un entrepreneur. Et donc, fatalement, on va créer de la valeur, on va faire bosser des gens, et donc l'État reprendra sa part après. Et généralement, l'impôt indirect rapporte beaucoup plus que l'impôt confiscateur à la source. Donc, en fait, tout le monde s'y retrouve, quoi. Tu vois, là, on est à côté de la station F. Tu vois, l'écosystème startup, même s'il est critiquable, c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui sont des business angels, qui sont des gens qui remettent un peu d'argent dans l'économie, qui font de l'innovation. Et derrière, tu as des jeunes qui créent des boîtes, des jeunes ou des moins jeunes. Tu as des freelances qui puissent travailler, tu as des prestataires. Et 100%.
tout tourne. En fait, l'argent doit tourner. C'est super important de comprendre ça. 100%. Et puis, une économie où on a un peu de solidarité suppose une économie du surplus aussi. Parce que s'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de solidarité. Donc, là, le problème, c'est que l'État, il fait des déficits tous les ans. C'est ça notre plus gros... Parce qu'à la limite, la non-croissance, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à faire zéro. Tu vois, parce que si on fait zéro et on ne fait pas trop de croissance, mais on se maintient, tu peux expliquer ça à des investisseurs. Tu peux te refinancer sur 50 ans en disant « je fais zéro, mais bon... au moins, bah voilà, mais si tu leur dis, bah, il y a 5 ans, j'étais à 100% du PIB, maintenant je suis à 115%, et dans 5 ans, je serai à 140%, bah, même l'investisseur, il se dit, ouais, mais je prête à quelqu'un qui va plus être solvable, en fait. Tu vois, il est là le vrai problème. Et aujourd'hui, on n'a pas le modèle de société. Enfin, l'État, en vrai, ce n'est pas vraiment notre problème. Hein. C'est l'État qui est déficitaire, ce n'est pas les Français. Ouais, parce que personne ne te fait de cadeau à toi. Parce que toi, si tu es en moins, on va venir te chercher, en fait. Tu vois, et le problème qu'on a, c'est que on hésite entre plusieurs modèles de société et on a laissé des choses. Après, la France, c'est un pays aussi pour la réformer. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est super compliqué. On a fait tu vois, le contrat social, ce qu'on appelle le contrat social, on a fait des promesses. Les gens te disent, ouais, mais moi, on m'a dit ça il y a 30 ans. Tu as beau leur expliquer qu'on vit beaucoup plus longtemps, tu as beau expliquer que le monde change, tu as beau expliquer qu'aujourd'hui, on a une concurrence aussi internationale sur le marché du travail, sur l'innovation, sur tout ça. Je pense que c'est un point que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que le corollaire du télétravail, c'est que du coup, tu as tous les pays limitrophes où tu as le même fuseau horaire ou à peu près le même fuseau horaire qui peuvent bosser aussi en télétravail sur les mêmes jobs que les jobs bien français. Sûr, tu es en concurrence. Donc, tu es en concurrence, ouais. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu fais fuir les meilleurs talents, mais ils ont le choix. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, par exemple, à un moment, j'étais à Dubaï. Le monde francophone. Alors attends, je te parle pas de. À Dubaï, tu vois, il y a le côté bling bling et influenceur, mais en fait, ils sont 3, les gars, d'accord. Mais il y a un monde entrepreneurial, investisseur hyper intéressant. Ah, j'ai halluciné aussi. Ouais. Et c'est pas que des pauvres types qui veulent échapper à l'impôt. C'est des gens à un moment et tu dis, bah écoute, parce qu'en fait. 150, 200K, 300K, tu vois, je donne un petit tips pour finir là-dessus. Franchement, ça sert à rien de partir de France. Surtout si tu as des clients français, c'est une galère. Beaucoup de gens se trompent. Hein. Va dire à BNP, Société Générale, qui t'envoie la facture à Dubaï, tu peux oublier. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Mais les gens qui commencent à faire 500, 1 million, te disent, écoute, moi j'aime la France, je voulais créer des choses, mais regarde quoi. Ici, je paye même pas 10%. Tu vois, sur 1 million à Dubaï, tu payes 90 000 euros. Ici, on me prenait 500 000. Et là, même en optimisation, là, on parle vraiment d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut parler en holding, investissement, machin. Et les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'investir forcément dans l'IMO, là, quoi, tu vois. Et si tu n'investis plus au bout d'un moment, tu peux plus optimiser. C'est vrai. Et là, c'est dommage, quoi. Il y a un truc que peu de gens savent, c'est que finalement, tu as, je crois, 600 et quelques niches fiscales en France. Il y a plein de manières de payer beaucoup moins en impôts. Et en fait, après, on a beaucoup de leverage, qui n'ont pas beaucoup de pays. Par exemple, sur l'immobilier, nous, c'est hyper facile d'aller emprunter avec 10% d'apport. Oui, il y a beaucoup de pays où il faut 20, 30% d'apport et encore, il faut montrer patte blanche, etc. Et on US, en fait, par exemple, en dessous de 20, on ne parle pas avec toi. C'est ça. Et en fait, ça veut dire que ta trésorerie, où tu as peut-être 100 000 euros disponibles, tu peux lever 1 million d'euros pour acheter un immeuble. C'est hyper intéressant. Il y a plein de pays où tu ne pourrais pas faire ça. Tu peux créer du déficit foncier pour payer moins d'impôts, etc. Il y a beaucoup de leverage. Si vous avez la possibilité d'avoir un peu de cash de côté, il faut se faire accompagner parce que là, tu peux créer des choses incroyables, quoi. Oui, alors malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as 100 000 qu'une banque va t'accompagner sur 1 million. Moi, je vais parler d'un cas concret. Par exemple, moi, j'ai plusieurs boîtes. J'ai notamment une ESN qui s'appelle Cléta. Ouais. Et ils nous ont dit que par rapport au montant qu'on avait, ils pouvaient nous faire 10x sur un bien pour nos bureaux. Aujourd'hui, on était plutôt coworking plus quelques bureaux par-ci par-là. Et ils nous ont dit, si vous prenez vos bureaux, vous prenez un beau truc dans Paris, vous mettez 100 000 euros, bon, c'était un peu plus que ça, mais pas grave, 100 000 euros, on vous prête 1 million d'euros. Et en plus, pour eux, ça les rassure parce que tu sécurises aussi avec un actif ton activité. Oui. Et si, par exemple, catastrophique, que l'État chute, j'ai toujours un bel actif et du coup, ça les rassure aussi, quoi. Oui. Alors là, tu as pris un très bon exemple. Moi, j'étais plutôt en train de réfléchir au freelance, quoi, tu vois. Okay. Le problème du freelance, c'est qu'il ne peut pas faire ça avec une banque, tu vois, ça ne marche pas comme ça. Attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas emprunter. Mais juste, malheureusement, là, le modèle, il est nickel parce que tu as déjà des locaux, tu payes déjà un loyer, donc c'est intégré par la banque. Donc évidemment, j'ai plein de clients. Avant, j'étais plus dans tout ce qui est TPE. Et là, c'est un modèle, même, tu sais, les supermarchés, c'est ce qu'ils font. Quand tu as une franchise en supermarché, c'est comme ça que tu deviens millionnaire parce que tu crées ta SCI, tu rachètes les murs, tu fais louer, machin. Bon. Le problème, c'est que là, si on parle avec les freelances, c'est un peu plus compliqué. Alors, la fausse croyance, c'est
il n'y a aucun problème à se faire financer parce que tu es entrepreneur. D'accord ? Ce n'est pas un problème aujourd'hui. Par contre, il faut être très clair. Ton approche ne peut pas être la même. Et moi, ce que je remarque, alors j'accompagne, je suis ancien banquier, donc j'accompagne aussi pas mal de clients qui veulent acheter soit résidence principale, soit faire du locatif. Effectivement, tu as raison, ça reste hyper intéressant en France, notamment en Ile-de-France, il te reste quand même une tension locative incroyable, donc tu as un marché quand même qui est assez intéressant. Après, la fiscale, il faut faire attention, mais voilà. Mais par contre, ce que je vois, c'est que les freelances vont voir le banquier comme quand ils étaient salariés. Ils lui passent un coup de fil quand ils ont besoin de lui. Ouais, salut, j'ai besoin. Alors, un banquier, le problème, c'est qu'il va toujours te recevoir. Il va te dire non. Et tu n'as pas progressé. En fait, quand tu vas voir un banquier, maintenant, tu es un pro. Tu dois avoir des bilans, tu dois avoir un discours. Évidemment que tu vas faire un peu peur au banquier parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Un banquier, quand tu lui dis entrepreneur, il entend d'abord risque. Bon, après, il voit tes résultats et tout, mais d'abord, il entend risque. Donc, d'abord, tu dois le rassurer. Et quand il entend entrepreneur plus consultant indépendant freelance, il se dit, mais si tu n'es pas en mission, tu as quoi ? Premier problème, quand il te pose la question, la plupart bégayent. Ils te disent, bah oui, quand j'ai pas de mission, j'en cherche. Ah oui, te dire, bah ok, si c'est 150, moi j'ai envie de faire diviser par 2 alors. Tu vois, ça veut dire, moi, si je te lise sur 10 ans, sur 20 ans, je rappelle qu'un crédit IMO, c'est 20 ans, c'est pas 2 ans. Donc le banquier, il réfléchit comme ça. Ouais. Tu dis, ok, bah, si toi, tu fais que ça, il va prendre, je sais pas, vers ChatGPT, quelles sont les statistiques d'intercontrat sur 20 ans, et si on lui sort 8 ans, bah, il va enlever 40%. Tu vois un peu le truc. Et donc déjà, être capable d'avoir plusieurs sources de revenus, d'être capable de se présenter de manière professionnelle, ça va baisser le risque. 100%. Okay, et derrière, tu es un pro. Un pro, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de clients qui me disent « Ouais, moi, je me mets un gros salaire pour le banquier. » Mais un pro ne raisonne pas comme ça. Donc oui, des fois, ça peut aider un peu de salaire et tout, mais tu dois emmener le banquier à considérer ton revenu global. C'est pas en te mettant quelques fiches de paie, parce que lui, il sait que les fiches de paie, tu les arrêtes du jour au lendemain. Ouais, donc tu vois, c'est pas déterminant. Donc encore une fois, c'est des raisonnements de salariés, parce que tu n'es pas capable de défendre aujourd'hui ton CA annuel, tu n'es pas capable de projeter, tu n'es pas capable de faire tout ce travail. Il faut que tu viennes. Pratiquement, moi je dis, quand tu viens voir ton banquier pour un emprunt IMO, quand tu es un pro, tu vas pratiquement présentation client. D'accord ? Alors, pas besoin de faire un PowerPoint, mais l'idée, c'est que tu as un petit PDF. Alors, déjà, tu ne viens pas dire combien je peux acheter. Ça, j'ai été banquier, je ne supporte pas ça. Tu viens me voir, tu sais à peu près le budget, tu sais où tu vas acheter. Ouais, sinon, viens pas me voir, s'il te plaît, parce que je suis un commercial après moi aussi. Tu vois ? Je suis un banquier, je suis un commercial. Donc, premier élément, rassure-moi. Donne-moi un prévisionnel. Dis que ton domaine, il est bon. Dis que tu fais plusieurs choses. Dis que quand tu n'as pas de mission, je ne sais pas, imaginons, tu fais de l'apport d'affaires. Tu as des revenus récurrents X, Y. D'accord ? Donc déjà, tu fais ce premier travail. Deuxième travail, acheter, tu sais ce que tu achètes. Tu montres que tu as un budget, que tu sais où tu achètes, tu sais pourquoi tu achètes. Très bien. Troisième travail, oublie pas un truc. Pourquoi il va te faire plaisir ? Une banque ne gagne pas beaucoup d'argent avec un crédit IMO. Oublie pas le commercial que tu as en face. D'accord ? Donc, c'est à un moment, il y a quoi pour lui dedans ? C'est le principe entre un échange commercial. Et beaucoup de gens pensent que, limite, tu sais, c'est un devoir de la banque de t'accompagner. Non, la banque n'a aucun devoir. Ce n'est pas une institution publique, c'est privé. Donc, si tu ne donnes pas envie, alors juste savoir, le principe qu'il y a derrière, une fois que tu as fini l'échange, le banquier, en fait, il va travailler sur ton dossier, puis il va le présenter au directeur d'agence. D'accord ? Donc, il a quelques heures de travail. Si tu lui mâches le travail, tu lui mets des chiffres clairs, tu vois, déjà, il te dit « Ok, ça, j'ai envie d'aller le présenter. » Et si tu lui donnes les bons arguments, tu lui facilites la transition. Ok ? Et derrière, il faut être très terre à terre. S'il ne peut rien placer, il n'a pas d'assurance vie, il n'a pas d'assurance habitation, il n'a pas de potentiel commercial avec toi demain, tu es juste là pour gratter le crédit, entre guillemets, il n'a pas envie. Il a peut-être des dossiers prioritaires, ce qui peut se comprendre aussi. Ce n'est pas un droit. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on doit couper son bras, mais il faut un peu que tu joues le jeu. Tu vois ? Ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'il peut remplir comme objectif avec toi, grosso modo. Okay ? Si tu as fait les trois, c'est qu'une question de temps pour que tu trouves une banque. D'accord. Alors, des fois, ce qui manque, c'est que tu arrives, les gens ils me disent « Ouais, j'ai commencé il y a 6 mois. » Ouais, attendez, on n'a même pas un bilan. Bon, tu vois, peut-être. Voilà. Après, attention, il ne faut pas forcément 3 bilans. Tu vois, ce que te donne la règle en banque, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, quand tu poses une question en banque, on va toujours t'envoyer le mail classique. 3 bilans, fiche de paye, machin. Ce n'est pas du tout obligatoire. Okay ? Mais c'est vrai que. Ces documents qu'ils demandent ne sont pas obligatoires. Non, on peut étudier un dossier avec 1 bilan, 2 bilans, 3 bilans. On peut étudier un dossier sans fiche de paye. Okay. La règle en banque, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Il y a un cadre. Maintenant, attention, si tu fais 80 000 € par an, tu es en micro,
et que tu as fait une année, bah ouais, là, ça va être compliqué, je te le cache pas. Ouais. Tu vois, mais si tu as fait 2 années à 150 et que tu as des bons chiffres, tu es dans un bon domaine, tu sais te vendre, il n'y a aucune raison qu'on te dise non, on va attendre 1 an de plus. 100%. Tu vois, c'est faux ça. Ouais. C'est complètement faux. Ok, super intéressant. Donc, en fait, tu as vraiment des solutions pour acheter sa résidence principale, pour faire l'investissement quand tu es freelance. Tout. Si tu sais te projeter avec un banquier aujourd'hui, tu en as parlé un peu aussi. Il y a aujourd'hui un écosystème intéressant autour des entrepreneurs qui se développent parce que les banques ont compris un truc aussi. Aujourd'hui, le salaire moyen en France est 2500 €. Autant te dire qu'à la fin du mois, il y a 0 au prix on a aujourd'hui. Donc, à un moment, les banques ne peuvent pas continuer à snobber les entrepreneurs. Okay, parce que le cash, il est là, en fait. Il n'est plus chez les salariés. Du coup, beaucoup de banques s'ouvrent sur les entrepreneurs, proposent des trucs sympas, ouvrent même des services un peu premium maintenant aux entrepreneurs. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Mais on en revient, on boucle la boucle. Tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas le faire correctement. Et ben oui, comme par hasard, pour toi, ça sera toujours compliqué. Tu vois, c'est malheureusement vrai dans tout. Et ça m'intéresse parce que du coup, tu dis qu'il faut jouer un peu le jeu et prendre des produits un peu chez lui, etc. Oui. Mais en même temps, tu ne veux pas que ce soit lui qui gère tes portefeuilles. Tu veux, comme ils sont moins performants que le marché, tu veux te baser sur des choses un petit peu packagées. Il propose quand même des produits qui sont pas trop chers, qui sont intéressants en termes de rendement et tout. Alors déjà, on est sur une... Déjà, tu lui fais miroiter des choses. Après, moi, je dis toujours, il faut avoir une parole, parce que le banquier, en fait, c'est un partenaire à long terme. Donc, si tu lui dis, je te prends 14 trucs et tu lui en prends que un, tu rends la relation de confiance et c'est dommage. Alors, moi, je suis moins... En fait, aujourd'hui, l'investissement, il faut vraiment le voir comme un gros portefeuille. Il n'y a aucun problème à prendre 20 000 balles d'une assurance vie, tu le places chez ton banquier, il est content. Toi, ça te fait une diversification. Et le gros de ton portefeuille, tu le gères toi-même ou tu as une bonne stratégie dessus. Mais il y a un truc qui est sûr aujourd'hui, je vais mettre les banquiers à dos. Je suis un ancien banquier, je travaille 12 ans dans la finance. Je vais le dire assez cash. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à avoir une gestion active, à moins que si tu peux avoir le numéro de téléphone de Warren Buffett en direct. Sinon, il n'y a aucun intérêt. J'ai juste gestion active. Alors, gestion active, ça veut dire... Gestion active, ça veut dire tu donnes ton portefeuille à une institution financière qui le gère pour toi. Donc, il y a une personne qui gère ton portefeuille. Une personne, une société de gestion, un banquier, ce que tu veux. D'accord. Le problème de ça, c'est que les statistiques, c'est que plus de 90% des professionnels font moins bien que le marché. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, je suis en train de te faire une proposition. Imagine la proposition que je te... Si je te la fais comme ça, tu verras que tu ne seras pas d'accord. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je te dis, Rémi, donne-moi ton argent, je vais le gérer pour toi. J'ai 90% de chances de faire moins bien que le... Alors, le marché, disons, c'est un ETF S&P 500. Donc, moi, je ne suis pas capable de faire aussi bien que ça, qui vaut 0,2% de frais. Par contre, tu me donneras 3% de frais, toi. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs, que je batte le marché ou que je sois moins bien que lui. Donc, à un moment, bon, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ce qui reste... Il y a des solutions. J'ai un ami, par exemple, qui travaille dans une des sociétés de gestion les plus efficaces au monde, qui a été fait par un ancien collègue de Warren Buffett, une entreprise américaine très très forte qui arrive à faire 11 ou 12% net par an tous les ans depuis 30 ans. D'accord ? Tous les ans, ça veut dire même si le marché il fait moins 5, il se débrouille pour avoir une moyenne assez intéressante. Le problème dans ça, c'est que déjà, il parle avec toi si tu as 500 000 balles. Sinon, ce n'est même pas la peine de le contacter. Donc, je ne vous mettrai rien en description parce que c'est compliqué. Et secondo, je challenge un peu le truc. Je me dis, mais si un ETF, il fait 9 ou 10%, l'intérêt vraiment d'aller dans le top truc pour faire 11 ou 12, il est où en fait ? Tu vois, j'ai du mal à comprendre. Et c'est une tendance de marché aujourd'hui, la gestion passive. Donc passive, ça veut dire, moi je prends quelques actions, quelques ETF, je fais un truc. Alors il faut savoir le faire, attention, il n'y a pas de magie. Mais je fais grosso modo un truc assez équilibré. Je suis capable de faire entre 7 et 10. Les meilleurs traders ne font pas mieux, quoi. Ouais, c'est fou. Quel est l'intérêt ? C'est clair. Et avec la démocratisation des ETF, etc., c'est hyper facile. Les frais, c'est ça qui fait la diff. Aujourd'hui, tu as la plupart des assurances vie, ça te coûte 2,5%, quoi qu'il arrive. Tu as un ETF, il coûte 0,2 x 10. C'est clair. Est-ce que tu as un risque, je me suis toujours posé la question, mais on sort légèrement du sujet, mais étant donné que c'est lié aussi à ça pour l'investissement, lorsque tu prends un ETF, en fait, c'est un mirroring d'un achat d'actions par un tiers. Oui. Est-ce que si le tiers coule, ton ETF coule aussi ? Comme il n'est pas adossé en fait à l'action réelle. C'est un peu technique parce que ça dépend comment est fait l'ETF. Mais généralement, en fait, c'est des grosses institutions qui sont elles-mêmes backées. En fait, le risque, il est plutôt systémique. C'est-à-dire si tout le système... Enfin bon, ça veut rien dire parce que si tout le système s'écroule, même l'argent que tu as en banque, il est mort, quoi. Donc non, tu as très peu de risques puisque c'est très rare que tu as un tout petit acteur qui lance un ETF. Donc du coup, même si c'est un acteur moyen, il est quand même backé par d'autres institutions. Donc, c'est assez solide, quoi. Le vrai risque, il est le risque systémique, mais j'ai envie de te dire, tu vois,
j'aimerais dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont à l'abri parce qu'ils n'investissent pas en bourse. Prenez les événements. Prenez la Grèce, prenez la crise de 2008. La banque, c'est le centre du système mondial financier. On prendra tant d'argent pour sauver les banques avant que tu y aies accès. Ça s'est passé en Grèce, ça s'est passé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, ça s'est passé en 2008. Okay ? Donc, si tu veux ne pas investir en bourse, aujourd'hui, ça veut dire quand ça marche, tu prends rien, et quand ça marche pas, tu paieras quand même le prix. Putain, c'est dommage. C'est plus risqué en fait. Voilà. Mais le risque, on est tous dedans en fait. Avoir de l'argent en banque, ça protège de rien. Parce que l'argent ne vaut. Toi, c'est comme les gens disent ouais, l'euro. Bah écoute, si l'euro demain ça vaut moins, on y est tous dedans en fait. C'est pas, tu vois, il n'y a pas vraiment de sécurité. C'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre un peu d'or, métaux précieux, etc. Tu vois, ça peut être une manière de contrebalancer. Mais tu vas pas t'amuser à mettre des X lingots chez toi, tu vois, ça marche pas. Et de toute manière, si le système s'effondre, on est tous dedans en fait. Tu vois, donc cette réflexion, un peu, tu vois, c'est une méconnaissance du système. Donc pour moi, il faut être dans le système. Tu as le droit de te protéger un tout petit peu. Tu vois, tu as le droit de ne pas avoir tout en euros parce que ça, aujourd'hui, pareil, malheureusement, on vit une époque où une dévaluation ou un problème monétaire, et ce n'est pas non plus exclu. Okay, mais ne pas investir en bourse en croyant que tu es à l'abri, ça ne marche pas du tout. Trop intéressant. Écoute Samy, on arrive à la fin du coup de ce podcast. C'était vraiment super intéressant. Est-ce qu'on peut rediriger les gens vers... Oui, on va mettre des liens. Trop bien, on va mettre des liens. Moi, généralement, pour les freelances, donc je donne un peu ma cible. Très simple, vous êtes freelance, vous voulez vous professionnaliser, vous voulez économiser en impôts, vous voulez avoir des vraies stratégies. Vous faites à partir de 100 000 par an. On peut discuter, j'ai un audit offert. Donc, on va mettre le lien directement en description. L'audit me permet en fait directement de voir est-ce qu'il y a un potentiel. Comme ça, on ne perd pas du temps. Généralement, je vous dis, on est entre 20 et 30 000 d'économie. Donc, évidemment, ma prestation est beaucoup moindre. Comme ça, tout le monde fait un gros ROI et tout le monde est content. Et si jamais le potentiel n'est pas intéressant, bah, on ne part pas dessus. Ce qui me permet, moi, d'avoir que des clients contents. et comme ça, voilà, on ne se prend pas la tête. Et c'est très facile pour moi, puisque l'avantage d'être sur un métier à chiffres, c'est qu'on fait les calculs assez rapidement on sait sur quoi on s'engage. Ouais, c'est clair. Bah, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, Samir. Merci. Et à très vite. Plaisir partagé. À bientôt, Rémi. Salut. Salut.